quand ça commence. C'est lancé là. D'accord, bienvenue sur Radio Mundus, l'émission des généraux de canapé, avec l'homme qui a vu tellement de casseroles au cinéma qu'il a ouvert une chaîne de restaurants, Leaderlord, et Faras, le doctorant en histoire qui a conceptualisé l'histoire sans concept, C'est ça. et Benoît. On va d'abord faire un petit retour sur l'actualité, puis la présente émission. Bon, se présenter, on vient de le faire, de la manière la plus classe possible. La possibilité de les mettre en MP3, on va regarder, mais donc par principe, nous sommes pour. Il faut juste qu'on trouve un moyen qui soit peu compliqué. Donc si vous avez des liens à nous proposer ou autre, nous allons regarder ça prochainement. Dider, il y avait une question pour la vidéo sur YouTube, pour mettre des marqueurs temporels sur la vidéo. Est-ce que tu penses que c'est faisable ? C'est faisable, il faut juste que je regarde comment faire. Il faut juste que je trouve un truc qui explique. D'accord, nous allons y réfléchir donc. Donc c'était les principaux points sur l'organisation même. Bon, l'histoire que 40 minutes c'était court, nous sommes tous tombés d'accord pour dire qu'il n'y avait aucune règle sur cette émission. Et donc nous allons déplacer allègrement. Bon, l'actualité, on va pas parler des Total War, puisque normalement il y a une émission qui aura lieu la semaine prochaine dessus avec Arandir, donc ça va suivre l'idée de Radio Mundus et on va essayer de faire peut-être donc une semaine sur deux sur ce format actuel et l'autre semaine sur deux peut-être sur un format différent. Donc nous réfléchissons là-dessus et donc on va nous pas s'attarder sur les Total War. Il y a déjà d'autres choses à dire. Si, ça va, il nous reste le meilleur. On pourra en parler quand même. On pourra en parler quand même, mais donc on va avoir une émission pure. Et donc là, je crois pas qu'il y ait eu d'actualité. Il y a eu quelques images de Warner. On en parlera dans le débat voilà, en fait. Et la campagne Dernier Romain, je peux quand même un petit peu cracher mon venin, sinon c'est pas mal. Ah, vas-y, surtout que la campagne Dernier Romain, une fois de plus. Alors déjà, ça rentre dans les cadres des campagnes depuis je sais plus quand, depuis Napoléon et compagnie, où tout le monde fait « Oh mon dieu, nouvelle campagne, oh mon dieu, c'est génial » et compagnie, et 2 semaines plus tard, tout le monde oublie et personne n'y rejoue parce que c'est chiant. Il faut être franc. La campagne les nouvelles campagnes, ça date d'avant, puisque déjà sur Med 2, il y avait leur extension Total War Kingdom, je crois, où t'avais 3 ou 4 mini-campagnes. Ça remonte même à Rome 1, avec Alexandre. 3 et 4 mini-campagnes. Il y avait la mini-campagne Alexandre qui était sortie sur Rome 1, qui était la dernière extension. Oui, tout à fait. Qui coûtait pas un bras en plus, ça faisait très DLC quand même. Mais bon. On va dire qu'à l'époque, il y a quand même l'apport de l'ajout de modding, surtout pour Alexandra, qui était assez intéressant, donc ça allait. Mais franchement, bon, ça a coûté un bras comme d'habitude. Tout le monde va l'acheter et ça va rien faire, et ça va être chiant comme la pluie. Et sans parler bien entendu des heures historiques qui vous piquent à chaque fois que vous lisez quelque chose, quoi. Ça n'a aucun sens. Quand vous voyez sur la carte Empire franc, Empire vandale, mais les types, mais je sais pas s'ils ont des historiens, des gens qui au moins ont regardé un livre d'histoire, même genre l'histoire, le Moyen Âge tardif, enfin le haut Moyen Âge pour les nuls. Même pas. Vraiment l'impression les types ils sont allés au préjugé et à la bite, et donc ça fait de la merde. Le dernier romain, c'est Bélisaire. Oui, alors déjà c'est une connerie, hein, le dernier romain Bélisaire, ça n'a pas de sens, hein, parce que ça n'a pas de sens. Déjà Bélisaire il ressemble à un romain sorti tout droit du 3e siècle, il faudra m'expliquer comment, je sais pas, il a trouvé une armure de Marc Aurèle ou quelque chose comme ça. Mais ça a l'air nul, franchement ça a l'air juste nul. Et, voilà, nul. Il pourrait y avoir une bonne mise en scène. Ouais, bon. Génial, ouais, non mais génial, voilà, ouais, c'est cool, voilà. Et puis après, par exemple, rien sur une chose qui est essentielle à cette époque, c'est. Faras, je comprends, les historiens ça te fait bouillir, mais tu vois, le dernier romain, il faut qu'il ait une gueule de romain, c'est le principe même, voilà, il faut que le public moyen, il se dise, ah ouais, c'est vraiment le dernier romain, quoi, il a l'armure d'époque. Tu vois, c'est un peu comme si tu regardais le dernier Templier. Oui, non, mais surtout que Bélisaire, si mes souvenirs sont corrects, il parlait que grec. Hein. C'était déjà que Justinien, le latin, ça lui passait un petit peu par le travers. Donc bon. D'un autre côté, ça va peut-être inciter les gens à se renseigner sur un grand général qui est un peu oublié de nos jours, on va dire, dans la culture populaire. Oui, c'est bien, ils se renseigneront et ensuite ils verront que tout ce qu'a fait l'extension, c'est de la merde. Je l'ai dit, c'est de la merde aussi, voilà, c'est cool. Donc voilà, par exemple. Pour reprendre là où je venais, c'est une des mécaniques qui manque énormément, on le voit très bien.
c'est le fait que tous ces royaumes barbares, et pas empires barbares, mon dieu, Seigneur tout-puissant, quoi. Euh, Ils tiennent leurs terres en principe que ce que leur accorde l'empereur de Constantinople. C'est-à-dire que Clovis, il a été extrêmement content quand l'empereur de Constantinople, je crois que c'était Zénon, lui a accordé le titre de patrice et de consul des Romains. Pourquoi? Parce que ça lui donnait la légitimité sur ces terres qu'ils étaient très majoritairement romaines. Et avec des gens qui étaient romains. C'est la même chose pour les Visigoths, c'est la même chose pour les Lombards, etc. etc. Et il n'y a pas cette mécanique-là. Là, c'est juste les méchants barbares à gourou, et le dernier romain doit libérer des méchants barbares à gourou. Alors, C'est pas du tout comme ça. Je dirais, il y a quand même un truc, c'est ils ont pas de casque à cornes. C'est déjà pas mal. Oui, oui, oui. Bon, quand même. Oui, c'est sûr. Donc franchement, ça a l'air nul. Voilà, ça a l'air nul. Voilà, mais je suis sûr qu'on va nous faire tout un pataquès dessus, qu'il y aura 46 000 youtubeurs qui feront leur petite campagne, et on verra que ça c'est de la merde. Et on verra que ça sera comme les campagnes de Rome Total War 2 et compagnie, c'est que 3 mois plus tard, 2 mois plus tard, on n'en parlera plus jamais. C'est marrant, il y a Parce une que liste c'est de la d'unités, merde. et les Vandales, ils en ont 4. Alors que Oui, les autres en ont une quinzaine. Oui, alors déjà, Alors je sais pas si elle est incomplète ou si les Vandales sont uniquement un peuple de cavaliers vandales, nobles et pas nobles. Non. Bon, déjà non, mais déjà après, le coup, après, si tu veux qu'on parle des unités, là on voit que ça a été extrêmement raté dans Rome Total War Attila, c'est au niveau des unités romaines. On a le livre de VGS, Notitia Dignitarum, qui est un livre qui nous détaille à l'équipement près, au baudrier près, l'équipement de toutes les légions romaines du bas empire. Mais vraiment, l'épicème, casque, etc. Parce que le bas empire, alors contrairement à ce qu'on pense, parce que tout le monde est en train de fantasmer sur les Lorica Segmentata d'Auguste. Ah oui, mais la Lorica Segmenta, c'est dans les films, c'est l'armure romaine par excellence, du coup elle est mise à toutes les époques. Donc on fantasme sur ça, etc. Mais en fait, la véritable armée professionnalisée, avec des ateliers d'État, des gros ateliers d'État qui produisent en série des armures pour chaque régiment, c'est le bas empire. Et le bas empire, vous avez vraiment des régiments professionnalisés avec un seul même uniforme, le même équipement, le même casque, etc. Ce qui n'est d'ailleurs pas du tout le cas sous Trajan et compagnie où on fait tout un pataquès. Mais bon, voilà, c'est loupé. Parce qu'ils se sont pas appuyés sur VGS. Et pourtant, il y a des modes. Hein. Il y a Invasion Barbarorum sur Rome Total War et sur Medieval 2. Ils ont juste ouvert VGS, ils ont fait copier-coller, et voilà, bravo. Et non, ils ont poussé la fainéantise à ne même pas faire ça. Ce qui est quand même pas mal, il faut avouer. Hein. Donc voilà. Après, ils prennent aussi une grande partie de leur public pour des cons, et ils se disent que c'est pas la peine de leur mettre quelque chose de correct. C'est dommage. C'est aussi ça. Dommage. C'est vraiment dommage, je trouve. Donc voilà, c'est un peu triste, je trouve, personnellement. Moi, en tout cas, c'est décevant. Voilà, moi, c'est décevant, parce que aussi, bon, j'attendais pas trop grand-chose. J'espère, par contre, qu'ils feront pas une campagne sur Julien Laposta, parce que là, je fais vraiment un attentat terroriste devant leurs locaux. C'est pas assez connu. Franchement. Bien. Attends, il y a eu Attila, maintenant on a Bélisaire. On pourrait avoir une campagne sur Clovis, par exemple. Ça serait intéressant, mais pas assez vendeur. Ouais, pas assez vendeur. À mon avis, pas très connu chez les anglo-saxons, à mon avis. Attends, tu as dit les anglo-saxons. Un truc qui serait vendeur, c'est une campagne sur l'invasion progressive de l'Angleterre, voilà, justement par les Saxons, les Angles, les Frisons et le roi Arthur qui les combat. Avec comme source historique le film éponyme. Oui, voilà, qui est très très cohérent et très réaliste. Du coup, non, mais ça serait super populaire en plus. Il y a des mécanismes qui sont bien faits, mais là les mécanismes ils sont mal faits, par exemple. C'est un peu pourri, hein. Faut être tout à fait franc. Bon, bah donc ce qui était bien, parce que pour information, Farah s'était démotivé, fatigué en arrivant. Donc les Total War, comme les antibiotiques, c'est pas automatique, mais parfois ça fait effet. Exactement. Ah non, mais après on peut passer à Total War Warhammer, où on a eu les premières images. Ouais, 4, 5, je sais plus. Bon, on avait déjà eu une superbe cinématique. Ouais, bon après, ce sont des images sur le développement du jeu, donc je sais pas s'il y a grand chose à en dire, je sais pas du tout où en est le développement. Bon, ils ont respecté globalement l'image des unités, mais alors sur les détails, c'est pas ça. Tout est propre, les armures elles sont polies, tu peux te regarder dedans. Et puis tout pour être parchemin et autres, et caractères sales des unités, c'est rien.
Oh, ils vont peut-être rajouter un peu de crasse Oui, et de non, sang c'est après pour par-dessus, que- ça c'est pour peut... voilà, faut le dire. Y a que Karl Franz qui fait vraiment. Enfin, je sais pas si c'est Karl Franz, mais le Lord sur Griffon qui fait vraiment Ouais, bah, c'est Karl armure Franz. pas polie, le mec Oui. vétéran, parce qu'il y a des parchemins partout. Les autres unités, faut voir comment ils vont faire évoluer ça. Donc c'est pour ça que Ah, c'est mais- difficile d'en parler maintenant. Il y a intérêt, quoi. Parce que moi, j'ai relancé Call of Warhammer. Parce que ça faisait longtemps que je l'ai pas relancé. Je me suis dit, moi, dans mon esprit, dans ma mémoire, les joueurs d'épée étaient beaucoup plus jolis. Il y avait des parchemins, il y avait des couronnes de laurier, ce etc. sont des vétérans. Et normalement. effectivement, c'est ça. Les joueurs d'épée sont bien mieux réussis dans ce mode. Bon, ils sont moins jolis, c'est moins détaillé, mais ils sont plus réussis parce que ça fait vétéran. Ils ont des armures un peu dorées, tu vois, ils ont du laurier, ils ont des barbes, tu vois, c'est imposant, etc. Là, je regarde les joueurs d'épée, leur truc illustré, tu peux te regarder dessus, enfin dedans, c'est pas détaillé, c'est fade. C'est fade. Pour quelque chose de fantasy, c'est fade. Ah Il y a- bon, les bon, orques bah, sont après, fades. on Il y a verra, que le bah, Griffon on va qui pète la évoluer classe. que Oui, ça, Karl Franz pète la classe. Oui, ça c'est vrai. Voilà, Il est bien par fait. contre, Ouais. Calfrance c'est magnifique, et là, t'as vraiment l'impression d'avoir une unité Tout à fait. vétéran. Ah bon, voilà, donc après, on est au début du développement du jeu, peut-être qu'ils vont rajouter des choses. Il y a des débuts de parchemin sur les demi-griffons, tu me disais, Farah, je crois que c'est le nom de l'unité. Enfin, Oui. les matous là qui marchent avec des têtes de piaf. Oui, les demi-griffons. Ouais, c'est de la ils merde, ont commencé mais, à mettre des parchemins et tout, faut voir comment ça va donner à terme. Mais C'est sûr. Je crois moi ça il me y va a, pas plus que ça, quoi. il y a encore du travail sur l'ambiance à faire. Oui, et après, comme tu disais, c'est vrai, le champ de bataille, ça fait Mordor, quoi. Ça fait classique. Bah, au tout début, enfin, s'il y avait pas Crasse. eu le toute première image, c'était celle où il y avait des portes et autres. Moi, au début, j'ai pas reconnu l'univers. Je pensais pas que c'était Warhammer. J'ai vu une image comme ça, je fais ah. Je croyais que c'était Mordor en effet. C'est après, j'ai vu la même image avec le logo Total Warhammer, je fais ah, ok, d'accord. Et par contre, les autres images font un peu plus Warhammer. Oui, parce que Ouais, tu voilà. vois un géant, un troll, des Oui, voilà, griffons. donc t'es Voilà, un et peu puis plus bon, connu. après, quand on nous fait chier avec blabla, il y a 350 000 de squelettes, je sais pas quoi, alors que toutes les unités sont les mêmes, quand tu regardes par exemple les chevaliers de Griffon, il n'y a pas quasiment pas de différence entre les unités, quoi. Donc, j'espère que oui, il y aura du boulot, parce que pour l'instant, ben, comme je Bon, dis, après, à voilà, part ce France. sont les premières images, c'était juste pour suivre l'annonce. Hein. On est sur, je pense, le début du développement et du marketing du jeu. Ouais. Oui. Ouais, du marketing, ouais, ça c'est vrai. Mais- Surtout ça, mon début, ouais. HOI 4. Parce que tiens, puisqu'on parle d'un peu de marketing et de communication. HE4 Donc, le jeu est reculé. Encore. Ah ouais, reporté à 2016. Et on est peut-être sur Q1, voire peut-être même Q2. On n'a aucune information à ce niveau-là. On sait qu'on a au moins 6 mois de développement plus de vacances. Donc on est avec tous les petits reports et tout, c'est pas possible que ça soit du Q2 alors que le jeu dernièrement devait sortir vers septembre, on va dire. Donc là on s'y attendait pas du tout. Parce qu'il y avait eu très peu d'informations. Initialement, le jeu devait sortir au début 2015, donc là c'est 1 an de retard. Donc niveau com, c'est un massacre. Là, bon bah c'est problème de stabilité, problème d'équilibrage et une remise à zéro quasiment sur certains mécanismes. Donc, Ah, comme quoi? bah, là par exemple, dernièrement, ils avaient montré les chemins que tu pouvais prendre, le National Focus, je crois que c'était, qui était déjà un changement par rapport à avant. Là, prochain DD, c'est sur les constructeurs d'armées, sachant qu'ils en ont déjà parlé en partie, donc on sent qu'on va encore avoir des modifications. L'aviation, ils ont prévu de la changer parce qu'ils sont pas encore satisfaits. Tout ce qui est transport et débarquement naval, ils sont pas encore satisfaits alors qu'on avait déjà les premières infos. Donc là, on est quasiment sur une remise à zéro sur certains mécanismes. Ouais, Ah, le jeu est en- encore en développement, il est pas en finalisation. Ah, il est Ouais, même ça, pas c'est encore passé sûr. en bêta, il passera en bêta vers septembre. En soi, ce n'est pas grave qu'on ait que le jeu évolue, mais c'est vrai que niveau communication, c'était un fiasco, puisqu'on n'était pas du tout sur ce qui était annoncé, et Paradox a très mal géré cet aspect. Bon, par contre, la bonne information, c'est il y a eu un événement presse la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et on a des articles, une vidéo qui sont sortis, on a aussi fait des images de la vidéo, on a eu un DD vendredi, donc hier, qui était très court et qui faisait surtout un point sur le développement du jeu, pas vraiment de grosses annonces. Donc voilà, donc il y a quand même des informations qui sont sorties, notamment à partir de je sais plus, c'est quand les DD hebdomadaires, août ou septembre?
Donc enfin, c'est sur le sujet indiqué, les journaux de développement. Donc là, vous pouvez aller voir pour plus de détails. Donc on va passer en journaux hebdomadaires, donc ça va être beaucoup plus agréable. Et donc on espère avoir plus d'informations et qu'ils gèrent mieux cet aspect-ci. Ah, voilà, après le 14 août, on passe en DD hebdomadaire. Bon. D'accord, sauf c'est-à-dire qu'il y aurait commentaires des à faire. DD hebdomadaires dans plusieurs mois. Euh, donc là, on va avoir un DD à la fin du mois de juin, un en juillet, un en août, et à partir de là, on passe en DD hebdomadaire. Ouais, mais du Et, coup, ça et sera vu. juste, S'il sort qu'en 2016, il y aura un sacré paquet de DD avant la sortie du jeu. oui, on en a au moins des hebdomadaires jusqu'à Noël, mais en même temps, tu sais, ils peuvent faire comme EU4, hein, au bout d'un moment, ils te font des DD sur les idées de tel ou tel pays, tu vois, ou Ouais. des trucs qui leur coûtent pas cher à montrer en termes d'écriture et Pourquoi vous pouvez jouer le Népal dans HOI 4? Poum, ouais, DD. ça pourrait être une bonne option. Hmm. Des commentaires sur HOI4 ou pas sur EU4? Ouais, moi, Bon, pas grand-chose à dire. EU4, sortie de Common Sense, Oui. mardi. Donc on va vous renvoyer à notre article et sur les DD pour les gros changements. Leader des retours. Des retours. Alors, je pense que la GPO de ce soir va être très intéressante et qu'on va voir quand même quelques fails parce qu'il y a pas mal De choses de qui changent. mécaniques surprenantes, notamment le coup de tu débarques sur la côte d'un autre joueur et ton armée est bloquée tant qu'elle n'a pas fini le siège et peut pas remonter dans les bateaux pour s'enfuir. Donc je m'attends à pas mal de wipe et de fail à cause du nouveau système de fort. Donc Ouais, ça va être c'est drôle. pas possible. Rien que la gestion des provinces, ça va être assez exotique. Avec les nouveaux bâtiments, la possibilité de développer les provinces, parce qu'il va y avoir des erreurs. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est le tout début, mais on va avoir des actions assez folkloriques. Et Ça des oui. joueurs qui vont se rendre compte que tout d'un coup, les rebelles, ils peuvent te prendre 5 provinces facilement parce qu'il n'y a pas de forteresse dans le coin. Donc ça va être très très drôle. Ah ça, parfois on voit des pays qui sont coupés en deux parce que voilà, il y avait un trou dans le système de fort et tchac, l'IA ou l'armée en tout cas qui les occupe traverse le pays de part en part et occupe en très peu de temps 10 provinces. D'ailleurs, Restif a annoncé, il donne son retour ce week-end. Donc aujourd'hui ou demain, on a le retour de Restif. Comme ça, on va mettre un peu on tease un peu ce qu'il va faire pour tous ceux qui attendent. Et il va y avoir une mise à jour. Lui va faire une mise à jour de ses guides sur les provinces et sur les bâtiments. On va essayer de faire les mises à jour de la plupart des guides qui sont sur le forum. Au niveau des parties multijoueurs, c'est de la folie. Parce que donc bon, il y avait une petite partie hier soir qui permettait de voir un peu. On va en avoir une le vendredi, mais elle va être lancée un peu plus tard, c'est ça? C'est en discussion pour lancer une vraie D'accord. GPO le vendredi. On en a une le samedi, donc il y en a une dès ce soir pour ceux qui veulent suivre. On en a une le lundi, organisée par Mignard. Il m'a demandé de commenter. Moi, si j'arrive à relancer le jeu, parce que depuis le hotfix, j'arrive plus à le lancer, bah, je le ferai avec plaisir. On en a une le mardi, Oui. puis le dimanche, c'est CK2, je crois quand même. Oui, le dimanche c'est CK2. Toujours, ouais. Bon, ça fait toujours qu'on a 3 et bientôt 4 GPO potentiellement sur la semaine pour la sortie du DLC. Donc pour tous ceux qui veulent s'inscrire et jouer, alors pour certaines, les inscriptions sont terminées, mais il y a de quoi faire. Les inscriptions sont encore ouvertes le mardi, du coup. Sur celle du mardi du coup. Et puis potentiellement sur celle qui aura lieu le vendredi, puisque... CK2 Alors, Orsolord attends, annoncé. est-ce que toutes les GPO seront stream? C'est impossible à dire pour l'instant. Celle du samedi Ah, le ça va sera être- et ça va être Benoît encore essaiera. possible, je pense, de toutes les streamer, ça va être difficile. Mm. Le samedi, c'est sûr, parce que t'es la leader. Oui. Le lundi, moi, je vais essayer de la commenter. Le mardi, est-ce que tu l'as fait? Je sais pas encore. Ouais, je moi, sais moi pas par encore. contre, je pense que plusieurs soirs par semaine, ça va être un peu difficile. Et il y aurait celle du vendredi. Donc là, faudra voir, surtout que les vacances en plus arrivent derrière. Nous allons essayer d'en suivre le plus possible, mais ça va être assez délicat. Pour l'instant, on va essayer d'en suivre deux. Ouais. Après, on pourra peut-être voir pour ouvrir les clés de flux à d'autres personnes. Ça peut être une possibilité. CK2, Horse Lords annoncé. Oui, Ouais. enfin. Des hordes. Enfin. T'as envie de nous en parler un peu des hordes?
Bah oui, il était temps qu'elles aient leur propre mécanique quand même. Ouais. Surtout que Oui, ça manquait. Hein. l'époque s'y prête. Surtout depuis qu'ils ont étendu le jeu, on démarre quoi, 750 maintenant? Oui, mais même avant, avec les Mongols, il fallait quelque chose, Ouais. sinon c'était pas possible. Hein. Tu vois, l'époque s'y prête avec toutes les vagues de nomades qui viennent se heurter. Tout à fait. On a les Et Petcheneg, après, les Magyars et toute les Kipchaks et j'ai- tous ceux qui suivent. Même si il manque encore des éléments de développement, j'ai peur sur une chose. Euh, D'abord, ce système de horde, on devrait aussi l'appliquer à certaines tribus arabes, et surtout aux tribus berbères. Où là, on a vraiment aussi un mécanisme qui a été très bien décrit par Ibn Khaldoun et cette vie de l'islam. Où on a en fait, j'explique en fait le mécanisme qui se passe au Maghreb pendant 700 ans, c'est que ça. Il y a une tribu nomade, qu'elle soit berbère ou arabe, on s'en fout. Elle bute les sédentaires, elle se met à sa place, elle se sédentarise, et puis après il y a une autre tribu arabe et nomade qui était un peu plus loin, qui arrive, qui bute la dynastie sédentaire, qui se sédentarise, et puis après il y a une autre, bon, voilà, et ça continue pendant 700 ans jusqu'aux Turcs. Et j'ai peur qu'en fait ils mettent pas ce système aussi de horde qui correspond d'ailleurs plutôt bien pour les Arabes et pour les Berbères, justement pour les Arabes et pour les Berbères. Et le problème c'est qu'aussi ça va être quoi les relations par rapport aux sédentaires. J'ai vraiment très peur que par exemple on puisse, je sais pas moi, transformer l'Iran en steppe où il y aurait que des clans. Ce qui est pas possible. L'Iran c'est une civilisation sédentaire, etc. Et au contraire c'est là où les nomades se sédentarisent. Et ils n'ont pas encore détaillé la mécanique, s'il y a moyen de faire comment dire, regagner du terrain à la steppe sur les sédentaires. Ça, ils n'ont pas encore détaillé. Oui, oui, mais la steppe, elle a une limite géographique. C'est-à-dire que tu vas pas, je sais pas, moi, dans Oui. les Alpes, tu vas pas trouver des Mongols. Non, parce que des chevaux dans les Alpes, ça se casse les pattes. Voilà. Pense au grand rêve des Mongols, raser les fermes, raser les cités pour que les forêts et les steppes regagnent du terrain sur la civilisation. Oui, non, mais voilà. Bon, ça s'est jamais vraiment fait, mais c'était une Ça, jolie c'est dans théorie. l'air. Et dans la réalité, les Mongols, les Ilkhans, quand ils ont conquis l'Iran, 50 ans plus tard, ils étaient tous sédentaires. Oui, Donc, et musulmans. Voilà. Et musulmans. Mais ils ont failli se convertir au christianisme, ils étaient pas loin. Ça me permet d'ailleurs de Je crois dire qu'il y en a un, hein, qui sur était, Opa 4, historien. l'information la plus importante, c'est que la religion Tengri existe. Désormais. Avec le zoroastrisme. Je pense que c'est l'information la plus importante qu'on pouvait donner sur Opa c'est 4. pas mal. Non, mais Oui, bien sûr. pour CK2, ça a l'air vraiment pas si mal que ça, pas si mauvais que ça. Après, il faut voir surtout comment après ça se fait, comment Le se réagit système au de sédentaire, clans est etc. intéressant. Oui, tout à fait. Parce que bon, ça permet de les gérer de manière intéressante. D'ailleurs, ça donnerait presque envie qu'ils rechangent le système pour les républiques, qui est un peu mou, mais Oui. pour ajouter plus de tension. Ouais, de toute façon, Oui, les ouais, républiques, non, mais c'est le attends. gros problème dans ces cas 2. Elles sont J'allais- beaucoup trop riches, beaucoup trop fortes. Il y a un gros problème au niveau des mécaniques. Puis trop ennuyeuse. Oui, mais en fait, les républiques, il y a trop de choses à changer. Premièrement, il faut arrêter de prendre Venise comme exemple parfait. Venise, c'est une exception. C'est-à-dire que dans les cités, dans les communes, etc. D'ailleurs, il n'y a pas de commune, sur Terre. C'est que des républiques marchandes. Alors, merci pour les communes italiennes, hein, pour Milan, Florence et compagnie, c'était pourtant des républiques. Et pour Novgorod, alors Novgorod aussi, c'est complètement raté. Et il manque surtout le fait que on Alors, le n'évite commerce pas terrestre, forcément. ils ont dit qu'ils voulaient s'y intéresser, je crois. Ils Oui, avaient donné oui, avec une la route de la information. soie, mais bon, ils n'ont pas encore détaillé. Ce sera peut-être juste des bonus le long des provinces de la route de la soie. Il faut arrêter les doges, ils sont certes élus à vie à Venise, mais les podestats et compagnie, les consuls à Gênes, c'est un an. Voilà. Déjà ça manque un peu quand même. Puis, oui, il faut. Et surtout, la chose essentielle à revoir, c'est les alliances. Une république ne peut pas s'allier avec des monarchies sauf en épousant la princesse, ce qui est n'importe quoi. Hein, Gênes était allié à la France. Il y a pas besoin. La France n'envoyait pas des princesses françaises épouser les consuls génois ou les podestats génois. Il faut aussi permettre aux républiques de s'allier sans, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça de relations manque de sang. quelque peu Voilà. les relations hors mariage. Tout à fait. Mais même entre royaumes. Hein, Oui, ça oui, il y a- oui, même hors mariage, t'es pas obligé de te marier pour Voilà, être ami. exactement. Tu peux- Ah oui, tu peux mais faire ça, des c'est- renforts. ça ça, renforce l'alliance, mais ça n'en a pas besoin, quoi. Ça, c'est une mécanique de base de CK2. Tu veux faire une alliance, c'est un mariage, Ah oui, c'est de la merde. automatiquement. Ce qui est parfois un peu problématique dans le Non, jeu. c'est de la merde. C'est pas que c'est problématique, c'est que c'est de la merde. Non, Oui. mais voilà, non. Ah, Je oui, reste non, mais mesuré je parce suis que d'accord, CK2, vrai c'est que pas dommage Warhammer. d'avoir tout axé là-dessus. C'est Oui. un peu problématique. Non, mais je comprends après que ce soit important, etc. Après, par exemple, ce qu'il faudrait faire, c'est que quand tu offres un mariage, que l'alliance soit beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, tu vois, ça, pour quand même qu'il y ait un peu, intérêt. Oui, Qu'il y a un c'est intérêt une sorte quand même, quand de 4 qui augmente les relations et qui impose. Tu détruis pas le mariage ainsi.
Voilà, qui a c'est force à conserver les liens. Oui, oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais après, bon, voilà, quoi. Je veux dire, je sais pas si je prends une alliance sans mariage, j'ai un peu qui m'y est en tête, mais par exemple avec le pape, quoi. Du 46 000, c'est impossible à faire dans le jeu, quoi. Ouais. On y reviendra sur le pape au moment Ouais. du débat. Oula, il y aura beaucoup de choses à dire. Sur les parties multi, il y a deux parties multi. Il y a la partie multi à l'arrache et une partie estivale qui sont en cours ou en organisation. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire. On avait parlé, suite peut-être à la sortie du patch, d'un projet de faire une nouvelle partie multijoueur Games of Thrones. Par contre, il faudra voir quand le patch et le DLC seront et le mode seront mis à jour et la stabilité du tout. Oui, pour déterminer le nombre de joueurs qu'on Non, peut c'est ça, prendre. le nombre de joueurs et la possibilité, tout simplement. Sachant qu'on arrive à jouer, on arrive à jouer jusqu'à 8-10 sans trop de problèmes sur la partie actuelle. Bon, sachant que quand tu rajoutes le mode, je pense que tu peux retirer au moins 2 joueurs. Déjà c'est tous pas- ceux qui pourront pas supporter le mode Game of Thrones qui est quand même assez gourmand et assez lourd. Oui. Arma 3, petite actualité, car quand je nous a mis sur un mode, alors j'ai plus le nom du mode, mais sur les VAB. Donc les VAB sont les véhicules français de transport de troupes. Donc, le mode a avancé et il devrait pas tarder à sortir. Je crois pas que d'Archange ait donné de date. Donc ça peut être intéressant. Et il y a la nouvelle carte annoncée pour J'allais Arma dire, 3. oui, lors de l'E3, on va voir la présentation d'une nouvelle carte. Donc là, faudra voir les modalités. Donc Archange vous dit tout sur tout ce qu'on sait en information sur le forum concerné. Moi, à titre personnel, j'attends plus de villes, des cartes un peu comme on avait fait un Chernarus en Russie, plus de villages, un peu moins de routes en fait. Oui, faut se déplacer sur une simulation de guerre, mais il y a un moment, faire une demi-heure de route pour aller sur le front, pour nous, pour ce qu'on en fait, c'est un peu lourd. De manière générale, en parlant de c'est un peu lourd, il faudrait qu'Arma 3 soit un peu moins gourmand quand même. Le jeu est très gourmand, très lourd, c'est peut-être pour ça qu'ils hésitent à faire des environnements urbains trop denses. C'est peut-être pour ça. Mais regarde Chernarus, tu vois, il y a des villes assez grandes, agréables. Enfin, je trouvais ça plutôt bien fait. Bon. C'est vrai que parfois les maps d'Arma 2 passent mieux sur Arma 3 que les maps d'Arma 3. Donc faudra voir ce qu'ils vont en faire, mais ça nous ferait assez plaisir. Act of Addition. Donc Dieter Lord a fait la traduction de tous ou plusieurs carnets Dieter. J'ai un doute. De tous les carnets, mais pas de toutes les unités. D'accord. Ils font à la fois un carnet par semaine sur le jeu et un carnet par semaine sur les unités et leurs améliorations possibles in-game. Et ton avis pour le moment? J'attends de voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en disent du mal, qui sont sceptiques. Moi, j'attends de voir. C'est un bon RTS, c'est toujours fun de casser la base ennemie. Mais je crois que les gens sont trop dans la nostalgie des wargames. Et du coup, tout ce qu'ils voient, ça les choque. Ah bon, on construit des bâtiments, ah bon, on récolte des ressources, mais c'est bizarre, c'est pas wargame. Faut voir, faudrait tester une démo pour voir si... Parce que si le gameplay est bien rodé, ça peut être fun. Un retour du RTS classique où on construit une base, on Après, fait une il y armée, a on des casse vidéos la sur base de Internet. l'autre. Il y a des vidéos de la bêta ou je ne sais pas, mais il y a des vidéos sur internet sur des parties du jeu. Il y a même déjà, je crois, des parties commentées. Ça peut être intéressant. Pour essayer de ressentir un peu le dynamisme du jeu et le fun. Bon, personnellement, si je veux un RTS, je prends StarCraft 2, je joue, quoi. J'ai pas envie d'avoir un StarCraft 2 bis. Non. Ah oui, Non, mais attends. j'ai envie d'avoir un Wargame. Attends, oui, mais après il y a des RTS très différents de StarCraft. Déjà, les Command Conquer, malgré l'aspect, ça pouvait ressembler à StarCraft, mais en fait, quand t'étais dessus, c'était très différent sur pas mal de points au niveau des unités, de l'économie. Ouais, je sais pas, moi, le RTS, je t'avoue que classique. Voilà, je veux dire. Je sais pas. Alors, ça nous Pourquoi a en été penser reproché de pas en avoir parlé. On va peut-être passer Cossack 3, donc qui a été annoncé. On l'avait oublié la dernière fois, mais on avait tellement d'informations à passer. Donc ça fait quoi, 3 semaines, je crois qu'il a été annoncé, 2-3 semaines. Alors, je peux te dire de quand date le topic, à la limite. Et nous avons, alors je vais absolument écorcher le nom, mais Fordre sur le forum qui suit le développement du jeu. Ça fait presque un mois qui a été annoncé.
Un mois, d'accord. Et donc Rem avait fait le premier post et donc ensuite il y a des informations qui nous sont relayées et nous avons une à deux personnes qui suivent. Alors le retour de Kozak 3 pour vous, ça vous inspire quoi? Strictement rien. Alors, vraiment rien du tout. Moi, j'ai joué au 1 que j'aimais bien. Mais après c'était pas mon truc préféré dans les RTS. Moi enfin je trouvais ça sympa mais j'ai jamais réussi à m'y mettre de manière continue. Ça c'était plutôt un bon jeu mais moi ça me passionnait pas. Je trouvais ça mou. Je trouvais ça un peu mou à gérer. Après, c'était l'un des rares jeux dans sa catégorie, hein, dans la catégorie du oui, macro c'est RTS à plusieurs milliers d'unités par joueur. Oui, et puis avec les formations, c'était aussi un des premiers tests qui mettait vraiment des battés de créer les troupes et après de les mettre en formation. C'était assez sympa pour cette partie-ci. Ouais, on voyait des milliers de mecs en carré de piqué à la mort. Sur les autres points, les soldes Steam ont commencé. Et Steam a du mal à suivre. Enfin, c'est un peu mieux maintenant, mais alors qu'est-ce que ça laguait au début? Pour tous ceux qui veulent savoir, enfin, on a des personnes qui suivent un peu les soldes, donc vous pouvez donner si vous trouvez des jeux sympas. Mais on a un topic pour les bonnes affaires. Le 3, c'est la semaine prochaine. Ouais. On m'a dit quand même de l'annoncer, c'est de mardi à jeudi. Alors je dois avouer, j'ai à peine suivi ce qu'il allait y avoir dessus. Parce que généralement ça me passionne pas spécialement le 3. Il y a juste 2 points. Une info que Restif m'avait donnée mais qu'on aura peut-être des développements. YouTube va lancer sa version un peu de Twitch, un YouTube en live pour concurrencer Twitch. Oui, mais je crois que ça existe déjà. Peut-être en version bêta. C'est peut-être en version bêta, parce que là je crois que c'est dès cet été ça arrive. Bon, donc techniquement, apparemment, ça va être au-dessus de Twitch. Maintenant, il faut voir parce que la communauté s'est un peu structurée sur Twitch avec les MOBA et tout. Donc, je sais pas si ça va rencontrer son succès. J'ai l'impression que Google arrive après la bataille. On verra bien. Sinon, moi, je crois que j'ai entendu qu'il y aurait des infos sur Mass Effect 4. Donc, c'est à peu près la seule chose que j'attends de l'E3. Ouais, bon, moi, je sais pas. Il y aura pas Zelda, donc moi, j'avoue que j'en ai pas rien à péter de l'E3, donc. Ah, il y aura pas de Zelda? Tu es un grand fan de Zelda et de Nintendo? Eh oui, oui, moi je suis un Nintendo sexuel, mais voilà quoi, pas besoin de faire mon coming moon, tu l'as toujours affirmé. Hein. Mais wow, je sais pas, il y a pas d'avoir des choses intéressantes à attendre, je trouve, parce que surtout, faut avouer que bon, soyons francs quelques secondes, la nouvelle génération, c'est quand même de la merde, la next-gen. Par là, quand tu vois que par exemple, un des jeux au firmament de la next-gen, c'est The Order 1000, je sais pas combien là, 1886 je crois, qui est, il faut l'avouer, juste un film où on met 3 boutons pour te faire croire qu'en fait c'est un jeu. Et ben ça t'annonce pas franchement du lourd. Hein. Ça t'annonce, tu te dis, bah putain, c'est ça le futur du jeu vidéo. Moi je vais retourner à Golden Sun et Europa Varo même parce que sinon c'est pas possible. C'était bien Golden Sun. Ah ouais, ça c'était un très bon jeu portable. Ah, mais les consoles next-gen elles peinent à tenir la route face aux ordinateurs. Plus encore qu'avant. Le meilleur exemple c'est The Witcher qui est nerfé pour pouvoir tenir sur les consoles, et tout en étant déjà moins beau sur console que sur ordi. Et aujourd'hui, à part Nintendo, parce que Nintendo ne fait que les jeux que sur sa console et des jeux à part, c'est quoi l'intérêt de prendre une Xbox 360 ou une PS4 par rapport à un PC? Il y a encore plein de gens qui privilégient la console par rapport au PC parce que dans leur tête c'est bien d'avoir une console dans le salon, c'est vraiment gamer, je sais pas. Oui. Puis, là tu parles. C'est plus du réflexe de consommation. Entre gens logiques. Oui, mais voilà, mais c'est plus un réflexe de consommation qu'un réflexe logique. Tu peux mettre ta télé sur ta tour, qui savent que tu peux mettre une manette sur ta tour. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent même pas que tu peux brancher facilement une manette d'Xbox sur PC. Exactement. C'est même prévu pour. J'ai joué à Dark Souls sur mon PC, hein, et il tournait crème, j'ai installé un patch HD, pourtant j'ai un PC qui date de quoi, il y a 4 ans. Mais bon, il faisait tourner Dark Souls, Dark Souls il a pas une... sans problème. Après Dark Souls justement ça permet d'aborder un problème, il n'y a pas quand même une maniabilité un peu foireuse sur PC? T'as un patch pour jouer à la manette? D'accord, et ça rend bien?
Ah bah oui, ça rend plus que très bien. Il n'y a pas de souci, c'est super beau. Tu peux justement t'améliorer les graphismes parce que la lèvre, à ce qui paraît, est dégueulasse. Et, euh, et tu joues, c'est impact. Et Et moi, en je vois parlant pas de ça, l'intérêt. Bloodborne il est sorti que sur console, tiens. Ça c'est une Exactement. exclue. Ah mon dieu, il y a une exclue! Oh là 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 là, je vais acheter Ouais, une mais console une exclue qui est quand même populaire et qui est qui coûte chiante. 400 euros. Ouais. Ouh là là, ça vaut le prix. Alors, Hein. par contre, je me rappelle une fois, j'avais vu pour les consoles, ça a un avantage pour les développeurs, c'est qu'ils savent ce que le joueur aura en rendu visuel. Là où sur l'ordinateur, comme il y a différentes configurations, il est beaucoup plus difficile pour eux d'optimiser leur jeu. Donc ça pour la vision développeur. Ouais, c'est optimise, hein. Franchement, non. Enfin, moi, ça lance rien de truc. Voilà. Moi, le seul jeu que j'attendais un peu, c'est Nintendo parce que c'est un peu les gens qui font quand même autre chose que du énième TPS ou du énième, je sais pas quoi, toujours la même merde. Mais bon, vu qu'il n'y a pas Zelda, je vais me dire, on s'en fout quoi. Voilà. Le 3, c'est chiant, on s'en fout. Spectateur Erans nous a annoncé qu'il y aurait des démos de Blood Bowl 2 à l'E3. En même temps, il sort en septembre, donc Et il est temps. Et nous avons une nouvelle vidéo qui est arrivée, que nous avons relayée sur la campagne solo qu'ils ont prévue avec les Reckland Rivers pour, pour parler de l'histoire des Reckland Rivers et leur remontée sur le tournoi. Donc voilà, donc bon, Blood Bowl 2, bah nous, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est pas trop attendu, puisque c'est principalement une refonte graphique et le reste n'a quasiment pas changé. Et ça manque d'équipe, tout simplement, pour Ah oui, pour qu'on y passe tout de suite. Ça va être 40, peut-être 50 euros pour 8, on en a 6 ou 8 à d'annoncer 8, Je 8, sais 8. plus. 8, donc enfin on sait pas combien de Il y a DLC 2 ou elfes, d'extensions 2 humains. derrière pour atteindre le même nombre que le premier. Ah, ça du DLC, on va Euh, en bouffer, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc nous c'est pas du tout, mais pas du tout attendu. XCOM 2, peut-être XCOM 2, des informations sur le 3, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Comme ça, Elrond nous fera encore un nouveau playthrough du jeu. Après XCOM 1, après Xenonaut, on aura le 2. Et, ah oui, c'est vrai, j'allais oublier, bien entendu, la 50e itération d'Assassin's Creed et Oh, mais ça, c'est sûr. De toute façon, et... il a été calculé qu'il y avait un Assassin's Creed tous les 6 mois en gros, en comptant les extensions et tout. Ouais, Donc c'est devenu une C'est véritable dommage que- industrie. Assassin's Creed, c'est une bonne idée. Je sais pas, avec un peu Et c'est plus perdu en d'ambition, Ouais, mais tu vois, qui vraiment a manqué d'ambition, je sais pas, moi, de se dire, bon, les gars, on va mettre 2 ans, on va sortir vraiment un truc qui va. Ouais, mais c'est devenu Non. quasiment une rentrée d'argent régulière, et comme ça Oui, c'est marche ça, à peu ouais. près bien, ils sont frileux de trop changer le concept, et ça tourne en rond, quoi. Mais ça se vend Oui, c'est malgré ça. tout, donc c'est ça qui est un peu triste. Oui, parce que les gens sont des abrutis, mais ça, on le savait depuis longtemps, quoi. Mais bon, c'est Alors, un peu question triste, quoi. de Tennis Jato, Europa Universalis Rome 2 à l'E3, on n'a Peu on n'a probable. pas eu d'informations. Alors, je mets la main coupée qu'il sera pas annoncé à l'E3. Oui, enfin, donc pareil pour Victoria 3, que maintenant, Paradox a clairement dit qu'ils annonceraient leur jeu que quelques mois avant la sortie, pour éviter le cas HOI 4. Et vu que HOI 4 n'est pas prêt de sortir, je pense pas que les autres. Les autres, vont ils seront avancer annoncés en sur ce- 2016, quoi, a priori. Et ils seront Oui. annoncés pour la sortie d'HOI 4, je pense. Le ou les prochains projets. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, Paradox n'aime pas trop développer de très gros jeux en même temps, donc on aura sûrement l'annonce peu de temps après la sortie d'HOI 4. Ouais, Ninjato, ce que t'appelles un vrai jeu, je suis désolé, Assassin's Creed maintenant, Et en plus, alors, tu t'ennuies, hein, tu t'emmerdes. pour revenir sur le franchement. titre Europa Universalis ROM 2, on est clairement même pas sûr qu'ils prennent les fonctionnements d'Europa Universalis. Ils avaient fait ça Mm. pour le premier parce que c'était leur grosse franchise et le système marchait bien. Là, il est pas impossible qu'ils se tournent plutôt vers quelque chose qui ressemble à du CK2. Oui. Enfin, un Oui, mix ce entre serait plus CK2 logique. et EU et Europa Universalis, voire peut-être son propre mécanisme à lui. Mais là, il n'y a rien qui dit que ça va être un Europa Universalis sur l'idée. Ça serait le plus logique en effet. On a toutes les mécaniques de horde et de tribu qui s'appliqueraient très bien. Les personnages, pour mettre en avant Oui. certains personnages, donc je pense qu'il n'y a que des bonnes raisons qui s'inspirent plutôt de Crusader King que. Bon, à mon avis, on n'aura rien à l'E3. C'est pas. Pour les jeux Paradox, ou non, c'est peu probable. Par peut-être Ouais. quelques news sur HOI 4. Ouais, c'est ça à peu près. On a fini sur l'actualité, je crois, sauf si on a oublié un sujet, Ouais, que ouais. quelqu'un a parlé de quelque Enfin, chose.
On a fait le tour, je crois, non? Il n'y a rien de. Oui, oui. Oh, on a fait C'est vraiment bon, hein. tous les jeux qui traînent sur le forum. Ouais, c'est ça. D'accord. Leader, quelle est Après, la suite? après, si vous voulez, on peut parler de Fire Emblem, hein, mais avec le mot Fire Emblem If, mais je sais pas si ça intéresse. Fire vraiment, Emblem, donc c'est pas un JRPG? Non, Tactical RPG. Et c'est pas le Tactical dernier RPG. qui a eu un succès extraordinaire, enfin qui était apparemment une vraie perle? Ouais. Bah alors, bon. Certains considèrent, bah, enfin, ceux que moi je trouve qui ont un peu découvert la série sur le tard, que c'est un des meilleurs Fire Emblem et compagnie. J'ai joué, c'est un très bon Fire Emblem, il y a largement meilleur. Le 5 il est largement au-dessus, le 9 aussi. Mais là, si tu veux, ça a énormément marché, donc Nintendo, ça a été une grosse surprise. Et il y a un problème, il y a un gros problème, c'est que Nintendo, en fait, commence à se dire, est en train un peu de se transformer là. Parce que le prochain Fire Emblem, en fait, va être divisé en deux, un peu comme les Pokémon, et avec une troisième campagne en DLC. Donc ce qui fait que pour avoir ton jeu complet, il va te falloir débourser 80 €, quoi. Bon, c'est un petit peu un foutage de gueule, à mon avis. Mais bon, on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Ah, tiens, petite question de skill. Pourquoi les GPO commencent à 21h alors que la partie va être très longue, mais les parties durent de 21h à minuit environ, et après c'est repris la semaine suivante, bien entendu. Mais c'est 21h, c'est parce que c'était le meilleur moment pour avoir tout le monde pour démarrer, parce qu'il y en a qui mangent à 20h, 20h30, et 21h c'est le meilleur moment pour que tout le monde soit dispo, tout simplement. Avant on essayait de démarrer un peu plus tôt, mais on avait des tas de problèmes de retard et d'absence. Bon, donc on va s'arrêter là. On ne parlera surtout pas du jeu sur la guerre de 100 ans dont nous avons fait la connaissance récemment. Blade machin là. Ah, Ah mais arrête, Blade il est Storm, énorme, un ce truc comme jeu. ça. Il est terrible ce jeu, on peut en parler. Ah, cette cinématique est bluffante. Ah bah oui, Alors, tu redécouvres la guerre de 100 ans. c'était quoi le nom du jeu? Faut le retrouver. Et il faut le trouver Blade sur Storm. Steam. T'as eu un premier sur Xbox avec, je t'ai montré la cinématique avec un Duguay-Clin absolument fantastique. Bloodstorm Nightmare. À 60€, attention, nous ne rigolons plus. Ouais. Donc, alors, niveau mécanisme, on est sur. Du les Muso. les beat'em all, enfin, hack and slash de. Oui, c'est du Muso. Dynasty Warrior. Oui, c'est vrai, c'est du Dynasty Warriors. Donc, c'est la guerre de 100 ans, C'est de la merde. mais fait par des japonais. Donc, C'est ça. Ah, pas par n'importe quel japonais, par les japonais qui font déjà des jeux particulièrement bourrins, etc. La série, je sais plus comment s'appelle la série. mais Dynasty au moins, Warrior. Oui, Dynasty Warriors. voilà. Mais au moins, nous savons maintenant que les Anglais sont soutenus par les puissances du mal. Ah mais ça, Et mais qu'ils ça ont c'est des un démons truc, et c'est un des truc très dragons avec japonais. eux. Mais c'est un truc très japonais parce que si on regarde Jeanne d'Arc sur PSP, qui est un tactical RPG, ben les Anglais en fait c'était des démons. Bon, moi je trouve ça normal, moi je trouve que c'est la vérité, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que Jeanne d'Arc c'est aussi populaire au Japon parce qu'on la retrouve dans des C'est jeux, vrai. dans des mangas, des animés. Je sais pas, le personnage est super populaire. C'est vrai, ouais, c'est vrai, effectivement. On vous a mis le lien sur le Twitch pour ceux qui veulent regarder la vidéo. Ouais, Bon, par contre, préparez-vous à tomber de votre chaise. ouais, par contre n'achetez pas, hein, faut pas déconner quand même. Hein. Les choses où on rigole pas. On demande si on va parler de Kingdom Come Deliverance. Il y a un AR, je Qu'est-ce que c'est crois. que ça? Il y a un AR, je crois, sur le forum. Il faut rechercher sur la partie AR et autres récits. Et je crois que c'est... Ah non, c'est Dominion. Mince, je me suis trompé. C'est quoi Mais- Ah oui, quand je vois qu'est-ce que c'est. C'est le jeu en bohème. Mais il est encore en accès Moi, il anticipé. m'intéresse beaucoup. Moi, il m'intéresse énormément le Kingdom Come Deliverance. Bon, bien entendu, j'attends pour voir si c'est pas une sombre bouse. Mais il m'intéresse beaucoup parce que déjà, c'est dans un lieu où tout le monde s'en fout, hein, la bohème. En plus, la bohème avant la révolte hussite, donc c'est Ah, très c'est intéressant. pas pendant les guerres hussites? Oui, je crois que c'est un peu avant. Un peu avant parce que Jean Hussite, c'est 1410, 1420 et je crois que c'est en 1400 et quelques. Bon bref, pendant les guerres hussites ou avant, mais on s'en fout. Mais c'est en Bohème, il y a les Teutoniques à côté, il y a les Polonais, donc c'est très intéressant, c'est une période historique qui est passionnante. Les Viet et Et, des vidéos Et dessus, ça je crois. m'intéresse beaucoup. Il est en accès anticipé actuellement, il est pas vraiment sorti. Ou En je tout cas, suis en retard. Je me rappelle avoir vu que c'était... je viens de retrouver le jeu, oui, donc c'était assez joli. Puis il y avait Ouais. il y avait un côté réaliste dans l'agencement des villages. Disons qu'on n'avait pas 36 000 mégalopoles à 4 000 habitants tous les 2 kilomètres.
Oui, oui, ça a l'air, moi aussi, ça a l'air pas mal, je trouve. Mais Ouais. j'attends de voir le système de combat, surtout le système de combat à l'épée. Moi, j'espère qu'on arrivera à évoluer, aller au-dessus de celui de Mountain Blade, qui est pour l'instant le meilleur, mais je pense qu'il y a largement moyen de l'améliorer et de faire quelque chose d'encore mieux, quoi. Oui. Bon, bah, après, si tant qu'ils n'ont pas le Gwent comme The Witcher 3, ils ne perceront jamais. On verra. Bon, donc on a terminé, je crois, sur l'actualité. On va pouvoir s'occuper du Ouais. sujet du jour. Leader. Le sujet du jour qui était la religion catholique dans les jeux vidéo qu'on traite. C'est ça. Puis avec une ouverture aussi sur le Vatican et Rome pour parler un peu de l'état des États papaux. Ouais. On essaie de faire peut-être un peu chronologique. Serait peut-être un peu plus logique. Oui, je pense aussi, donc on peut partir donc de Medieval la 2 première fois. Total War. Non, 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 on parle pas on parle pas. Si tu veux vraiment partir du début, il faut partir du bas empire. Donc. Oui, mais est-ce de- qu'on a un jeu en fait qui en Oui, parle? voilà. Est-ce que Oui. dans Rome 2, il est présent le pape? On va le dire Ouais. plus tard. Dans un des Attila- DLC? Dans Attila, bon, moi j'ai pas le jeu. Alors justement, je vous demande, est-ce que dans Attila, la religion catholique est traitée? Est-ce qu'il y a la Je religion n'ai pas chrétienne, ni etc., Attila ni le Rome 2, pape j'en suis fier. Bon, moi aussi, hein, je l'ai pas, mais je demande. Il est c'est encore trop cher. Et quand il sera à 10 euros, je me poserai la question. Moins de 10 euros, si vous pas déconner non plus. Hein. Mais ce que je me demande, est-ce que la religion, est-ce que c'est un peu bamboula ou est-ce que c'est important? Bon, Bah, je sais pas, faudrait demander à un spécialiste des Total War récents. exactement, voilà. Moi non plus, je sais pas. Bon, Après- regarde, de visu, ça a l'air d'être de la merde, mais. Et on Arandir sait jamais. n'est pas sur le Twitch. Oui, Dans Rome 1, Barbare Invasion, je souviens que le pape, c'était que dalle. Hein. La Voilà, religion, par c'était contre- à peine pris en compte. Là, on Voire peut même le pas du dire, tout. Dans Rome, le premier, Mathieu Barbare Rome. Enfin, non. Zut, comment ça s'appelle? Non, une merde. Dans le premier, les invasions barbares. Oui, par contre, c'était de la merde. C'était vraiment du caca en barre. Ça faisait rien. C'était juste un peu. Genre, je construis une église, ça convertit, youpi, yukali, yukada. C'était nul à chier, quoi. Donc, ça fait aucune influence. Alors que pourtant, justement, la construction de l'État catholique, enfin, de l'État catholique de la religion catholique, avec justement des premiers conflits qui commencent à apparaître entre pas, ce qui est pas encore la papauté, mais par exemple l'évêque de Milan, Ambroise, je crois, qui va affronter Théodore, l'empereur Théodore, où Théodore va s'humilier devant l'évêque de Milan, ce qui est très important parce que à la fin du bas empire, l'empereur a une image de lieutenant de Dieu sur terre, qu'il soit païen ou chrétien, on s'en fout. Mais il a une image quasiment d'intercesseur. Constantin s'était appelé Iso-Apolitos, donc l'égal des évêques, des apôtres. Donc ouais, il se la pétait un peu quand même. Et justement, quand on voit cet être presque semi-divin, ce lieutenant de Dieu sur terre qui va s'agenouiller devant Ambroise, il y a une rupture, vous voyez, de l'image quasi divine de l'empereur. Et ce jeu-là n'y est absolument pas, ce qui est vraiment dommage, parce qu'on a là vraiment quelque chose de très important. Ouais, mais dans les Total War, il n'y a jamais eu de mécanique de conversion ou de mécanique religieuse très complexe. Bah, c'était de l'ordre public. C'était géré sous un système de tension principalement. C'est ça, puis merde quoi. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'était juste la religion, c'était les bâtiments qui donnaient des bonus, tout simplement. Ouais. Alors, juste, il y en a un comme qui est un peu différent, c'est Shogun. Alors, au moins pour le premier, pour le 2, je crois également, où l'arrivée du catholicisme, c'est un peu plus que de l'ordre public, puisqu'il y a aussi un côté développement, je crois, derrière. Où ils essaient des. Je sais pas, j'ai pas le jeu. Ça générait pas mal de troubles. Je me rappelle du côté social, Oui, ça générait des beaucoup de révoltes et des troubles. C'était un vrai choix, ça générait beaucoup de troubles, mais t'avais des unités très fortes qui arrivaient en contrepartie, notamment les premières armes à feu. Ouais, C'est déjà plus intéressant. Oui, c'est déjà mieux, ouais. Et là, c'était beaucoup plus intéressant. Je me rappelle du premier Shogun. Ah bah oui, parce que les types à l'époque, ils se convertissaient que pour ça. Hein. Les daimyo, les premiers daimyo, c'était ah, vous me passez les arquebuses si je me convertis. Vive Jésus, vive le pape. Allez, hop, filez-moi ça. Ah ouais, non. Ouais, mais ça finit par bien prendre, parce qu'après il y a eu quand même une guerre civile très violente, les chrétiens ont été massacrés en grand nombre, ça avait fini par bien se répandre. Oui, le christianisme avait fini par vraiment bien se répandre, mais
Après, si tu veux, il y en a qui ont favorisé. Comment il s'appelle l'autre con là? Celui qu'on met toujours en grand méchant. Oda Oda Nobunaga. Voilà. Oda Nobunaga, exactement. Lui était par exemple très favorable au christianisme. Extrêmement. Et c'est pour ça que quand ses adversaires, je crois que c'est Ieyasu Tokugawa, va arriver au pouvoir, il va dire les chrétiens, c'est terminé, on ferme tout quoi. Parce que surtout il y avait une très grosse peur. C'est que ça on l'oublie. Mais qui c'est qui a débarqué dans le coin et qui a juste foutu le bordel et même annexé des territoires? Le Portugal. La Hollande. L'Espagne. Bah, pour le L'Espagne Japon. est arrivée. Les Philippines. Les Ah Philippines. oui, non, oui, pour les Philippines, les- oui, mais les- plus les proche Philippines, il y avait plus pas proche de du total. Japon, c'est la Portugal et Hollande plutôt. Oui, alors déjà les Portugais ils foutaient la merde. C'est surtout Hollandais, eux d'ailleurs ils qui arrivent commencent après. avec le Japon, qui avaient des ports. Oui, ça. réservé. En fait, les Portugais et les Espagnols, déjà, commencent, c'est la même chose, hein, en 1580 avec l'union de Tomar. Oui, oui, bien entendu. Mais les Japonais, en fait, moi je vous dis, voilà, Ieyasu Tokugawa avait extrêmement peur, en fait, que le Japon termine comme les Philippines. C'est-à-dire, les Espagnols débarquent et ils disent, bon, mais vous êtes chrétiens, nous on domine un peu toute la chrétienté, donc Donc voilà. on vous domine. Voilà, on vous annexe et puis basta. Ce qui était un peu irréaliste parce que le Japon était quand même, c'était quand même un véritable État. C'était autre chose que les Philippines où il semble qu'il y avait aucun État là-bas. Il y avait encore une tribu par île, etc. Oh, il y avait quand même des trucs, il y avait quand même des musulmans au sud qui étaient pas si mauvais que ça, mais je sais pas si c'était justifié ou pas. On sait jamais, hein, un conquistador espagnol à moitié tcharbé, il prend 300 hommes et il aurait pu, hein, on sait jamais. Hein. Est-ce que 300 hommes ça aurait suffi pour conquérir le Japon? C'est pas un peu léger? Ben en fait, quand tu passes outre la mesure que le katana en fait c'est une arme de merde et que les armures de samouraï c'est un peu en papier mâché. Oui, c'est le du cas de bois, dire. du bois et du cuir. Voilà, c'est le cas de dire. Ben oui, 300 hommes. Quand tu vois que Cortés il allait à 100 pécores, 300 hommes c'était assez large pour aller Oui, conquérir mais le Japon, après, hein. les empires Inca et Aztèques ont été dévastés en parallèle par des guerres civiles et des épidémies apportées par les Espagnols. Ben, c'était quoi le Japon 554? C'est vrai qu'il il aurait pu être secoué par les guerres civiles, oui. Enfin, il a été s'il avait frappé pendant le Sengoku Jidai, oui. Donc, oui, voilà. Effectivement, donc là, on a. Ah, pour le bas empire, il y a un spectateur Erans qui nous a dit qu'il y a 2 modes pour CK2 quand le monde a arrêté d'avoir un sens et Lux Invicta. Donc au moins quand le monde a arrêté d'avoir un sens, il est présenté sur notre forum sur la partie mode. Donc c'est Lou de RJS qui a fait une Oui. présentation dessus. Donc et le jeu Oui. commence en 1480, je crois. Oui, c'est un principal 476, il est 1480. Donc et donc apparemment qui permet qui montre le Oui. catholicisme sous le bas empire. C'est assez bien représenté, effectivement. Là, au niveau du mode, mais après qu'on parle au niveau du mode, c'est autre chose parce que les gens s'intéressent un peu. Et du coup, ça pose une question. Est-ce que Pas mal. Paradox va continuer à allonger la timeline de CK2 pour arriver jusqu'à la chute de l'Empire romain? Bah alors Oh, justement, putain, pitié, justement, moi. en fait, il est pas impossible qu'ils avancent un petit peu, mais juste après, non, pour faire un converteur entre leur ROM 2 et ce qui serait leur ROM 2 et CK2. C'est pas impossible qu'ils essaient de faire quelque chose comme ça. Ah non, pitié, non, parce que déjà, sous Charlemagne, c'est trop. Parce qu'on n'est pas du tout dans un système féodal. Non, moi j'espère vraiment justement que non. Parce que là, ça commencerait vraiment à devenir n'importe quoi. Par contre, Zafras, tu peux nous parler un peu de la religion catholique sur quand le monde a arrêté d'avoir un sens? Parce que par contre, tu y as joué ou t'as suivi, ou au moins Non, t'as suivi un peu. J'ai pas joué, j'ai suivi un peu, mais si je me souviens, c'est pareil entre le concile de Chalcédoine, donc on va dire les catholiques, les ariens, et les donatistes, les monophysites, les nestoriens, et donc toute la ribambée de catholicisme différents qu'il y avait à l'époque. Donc ça a l'air vraiment pas mal sur ce point-là. Ça a l'air vraiment une séparation en concile et en différentes religions, religions d'État, etc. Donc ça a l'air assez bien représenté. Après, il y a le problème de deux, qui est que là on va passer donc, plutôt au Moyen-Âge. La religion catholique et le pape n'est pas assez chiante. Bah, justement, Oui, je voulais voilà. faire une transition sur quand tu parlais un peu de l'aspect politique. C'est que justement, le catholicisme, il y a un aspect personnel et il y a un aspect politique. Oui. Et, Oui, voilà. et donc, ce qui fait une excellente transition parce que sur le Moyen Âge et le conflit entre le pape et les rois et l'empereur.
C'est vrai Voilà, qu'il me qui manque quelque n'existe pas. chose. Voilà. Le pape Le pape, nous emmerde pas assez, nous donne pas voilà, exactement. de mission, d'objectif et devrait nous emmerder, nous donner des malus si on fait pas un minimum ce qu'il veut. Enfin, Oui, Oui, ou alors oui, potentiellement que si t'es en bonne relation avec lui ou en fonction des lois, qui s'oppose quasiment ou pas à la centralisation ou la décentralisation de ton pays, enfin Mm. qui fasse de l'ingérence en fait. Mm. Oui, non, mais le pape, effectivement, c'est un emmerdeur. Le pape, c'est vraiment un gros emmerdeur. Normalement, il interfère, c'est enculé, il dit tu me passes tes dîmes. Donc vraiment, c'est non, tu fais pas ça, et moi je veux nommer des évêques, et non, c'est pas à toi de nommer des évêques, et si tu veux pas s'acheter, c'est comme une connard. Donc c'est vraiment. Il manque effectivement une dimension emmerdante au pape. ouais, parce Et qu'il nous donne même de l'argent dans ces cadeaux, ce qui est un peu aberrant. C'est le pape qui te Ah donne oui, de l'argent. Si oui, tu montes oui, tes oui. relations et que t'es un bon chrétien, il te Ah, donne non, ça, des 500, des coups de 500 ducats comme ça. Par contre, il peut te donner l'argent, par exemple, c'est la bulle de croisade. Il peut te donner du fric pour ça. Ah, c'est déjà plus logique, mais toi, juste en améliorant tes relations, il peut accepter de te donner une grosse somme d'argent régulièrement. Ouais, non, mais c'est ça, c'est nul. ouais, Enfin, le c'est- pape a quasiment c'est que pas des correct. aspects positifs en fait. Il y a juste quand t'es excommunié où là t'as un problème, mais sinon au-delà de ça, il n'y a aucun aspect négatif sur le pape. Et Ce qui est un peu triste, parce que le catholicisme, c'est une religion qui avec la grande force du catholicisme, c'est que c'est une religion qui est hiérarchisée et qui double en fait l'administration. C'est pour ça que Constantin en fait a choisi la religion, parce que ça doublait l'administration romaine. Diocèse, c'est un terme c'est une région romaine, hein, c'est pas du tout à voir avec l'Église. Mais et il manque ça, parce que c'est hiérarchisé, c'est très bien fait, il y a des ordres, etc. Et on peut s'appuyer dessus. C'est pour ça que les monarques vont essayer de s'appuyer sur les évêques. Contrôler les évêques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est là où il va y avoir la querelle des investitures, qui n'est pas du tout dans ces cas-deux. Et le conflit entre qui c'est qui va avoir l'universalité, c'est-à-dire qui va diriger la chrétienté, et donc le monde, entre le pape Et l'empereur, ouais. ça n'y est absolument pas. C'est-à-dire que déjà que l'empire, ça n'y est pas du tout. Donc oui, c'est des choses qui manquent, effectivement. C'est des choses qui manquent. Et bien entendu aussi le fait que les rois peuvent lutter contre le pape, sans pour l'instant lui péter la gueule et annexer Rome. Parce que dans ces cas-là, pour lutter contre le pape, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu déclares la guerre et annexes Rome. Chose que tu peux pas faire. Enfin, voilà. Ah, ils ont quand même rajouté la mécanique de l'anti-pape où tu peux remplacer le pape par le tien. C'est à la limite Oui, ça, mais- c'est pas trop mal. Ça met un peu. Sauf que Oui, la le mécanique fun. de l'antipape, c'est que tu déclares la guerre et tu remplaces le pape. Parce que Oui. Un antipape, c'est pas comme ça. Normalement, pour imposer l'antipape, tu dois réunir un concile et le fait que la plupart des évêques reconnaissent l'antipape au lieu du pape. C'est pas une question de guerre, tu vois. Mais, par contre, l'aspect personnel est plutôt bien fait. Avec différents choix, des possibilités de rejoindre certaines hérésies. Donc sur cet aspect, je trouve que CK2 est plutôt bien fait. Oui. Ça pourrait être mieux, mais moi je trouve ça acceptable. Préfère, t'as peut-être une autre opinion. Non, 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 non. Après, c'est sûr que si on compare à d'autres jeux, Medieval 2, c'est mieux que rien. Et c'est même c'est même assez bien. Allez, on va être plus gentil, on va dire que c'est moyen. On va dire que voilà, au moins ça a le mérite d'exister, et ça a le mérite de pas être, tu vois. De l'ordre public. Oui, voilà, ça a le mérite de pas être de l'ordre public, effectivement. Ça a le mérite de pas être que ça. Ça a le mérite de Ouais, générer de l'animation et des events et de pas être C'est un ça. truc passif qui Voilà. donne juste des bonus. C'est ça. Ouais. Mais après, il manque vraiment cette catégorie que le pape, par exemple, au Moyen-Âge, je pense à Innocent III. Innocent III, ça a été le pape qui a failli devenir le monarque universel. Innocent III, il a réussi à vassaliser le royaume d'Angleterre, le royaume d'Aragon, et un autre royaume dont le nom ne revient absolument pas. Le royaume de Pologne. Donc c'était pas. En plus, Innocent III, voilà quoi, c'était pas Jojo Clodo, quoi. Le type, il en a imposé. Et en Euh, plus, ça joue avec le fait que le système d'alliance est fait de telle manière que le pape ne peut pas être allié. Exactement, et ça, c'est de la merde. Effectivement. Et donc en plus, le pape a peu de chance dans le jeu, pour prendre King 2, de vraiment défier l'empereur au niveau territorial avec des armées, et donc d'avancer ça. en Italie. Il n'y a aucune possibilité de le faire. C'est ça. C'est ça. Enfin, c'est possible à partir du moment seulement où les États eux-mêmes quittent le Saint-Empire. Et il faudra un DLC qui rende le pape jouable et qui développe ses mécaniques. Bah, Oui. le pape jouable, bon, ça peut-être pas, mais par contre, débloquer des mécanismes, ça, il faudra un deuxième. Bah, ça, c'est nous ensemble. Abraham. Parce qu'ils font toujours ça quand ils débloquent de nouvelles mécaniques, c'est souvent Oui, en mais débloquant, ils t'es ont comme les toujours dit qu'ils mettraient républiques pas et le les pape, païens. Ils ont toujours dit qu'ils mettraient pas le pape jouable. Ah bon. Bah, alors les Triste, évêchés parce peut-être que pouvoir ça jouer un m'intéresse. évêque. À ce moment-là, ouais, pouvoir c'est- jouer un c'est évêque ça, et c'est développer important. un peu plus un DLC centré sur les relations entre l'État et la religion. Oui. Je pense que ça, ce serait pas mal. Mais bon, après, voilà, si on passe à Medieval 2, Mais bah, ouais, par contre, justement, pour rentrer un Wow. peu sur l'aspect politique, par contre, c'est un problème général de la politique sur CK2.
Le Oui. système de loi, c'est un petit peu mieux qu'au début, mais ça Mhm. reste foutrement mauvais. Oui, ça reste nul. Ça reste nul. Il manque par exemple des états généraux, il manque la diète, il manque les cortès, il manque vraiment. Voilà, et comment ça marche. Et même pour Europa Universalis 4, pour augmenter tes impôts, tu construis des bâtiments. C'est n'importe quoi. Non, mais Ah, plus que maintenant, puisque tu peux développer la province. C'est bien ce que je disais, c'est n'importe quoi. Non, voilà, non, mais c'est vrai. Tu veux. Comment. Bon, on va prendre un exemple. Imaginons, t'es roi de France, tu veux, je sais pas, moi, tu vas déclarer la guerre à l'Espagne, donc t'as besoin d'augmenter tes impôts pour entretenir plus d'armées, de forts, etc., restaurer les forts, etc. Qu'est-ce que tu fais pour augmenter tes impôts? Tu taxes les juifs, et tu les expulses, et tu prends Bon. leur or. Alors, déjà, les juifs, il n'y en avait plus. Tu accuses les Templiers d'hérésie. Là, je parle plutôt de Universalis 4, mais. Alors aussi non, pour, non, sur le passage 4, tu peux encore virer les juifs, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Louis XIV l'a fait, alors bon. Et Oui, non, ils l'ont fait en Castille, en Aragon. Normalement, les juifs, ils sont censés être virés depuis le temps. Donc, ou Maran, je sais pas bon. comment ça s'appelle, mais bon, ils sont plus censés être juifs, donc même s'ils le font en secret. Alors sinon tu t'appelles l'Angleterre et tu t'imposes les bateaux commerciaux qui arrivent chez toi s'ils n'ont pas un certain pourcentage d'anglais dedans. Oui, mais comment tu fais pour la loi? Comment on fait pour imposer, pour faire un nouvel impôt? Par exemple, je veux passer la gabelle en Bretagne, c'est sur un impôt indirect, ou je fais le 20e, c'est un impôt direct, donc 1 sur 20 des ressources seront taxées. Je ne peux pas le faire comme ça. Même Louis XIV. Louis XIV, il va pas Oui. dire YOLO, etc. Tu es obligé de convoquer quelque chose, ou tu passes devant quelque chose qui va accepter une sorte de représentation, entre guillemets. C'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs que Rousseau dirait que la représentation c'est féodal. Donc, c'est très intéressant, mais bon, ça se prend plus tard. Il faut les parlements, donc pour UE4, ou les États généraux. Ils vont eux dire, voilà, on est la représentation nationale et on va accepter de payer les impôts. Bon, ils sont pas obligés de l'accepter. Après, ils peuvent râler un petit peu, mais généralement, ils sont pas obligés, surtout quand dans Louis XIV, même s'il n'y a pas réuni les États généraux, Louis XIV, les parlements, bon, le Parlement, il fait pas sa maline, hein, parce qu'il sait que s'ils disent non, demain, ils sont à la Bastille en train de couler des beaux jours. Mais quand même, c'est quelque chose qui manque. Les Cortés, Oui, mais etc., il manque. Faut pas voir le développement des provinces et des bâtiments comme l'augmentation de l'impôt, faut voir ça comme l'amélioration du territoire, l'augmentation. On peut dire que ça symbolise l'augmentation de la population. Faut Oui, voir mais ça non, comme ça, mais- quoi, dans le jeu. Mais d'investir En pas pour augmenter la population, ça n'existe pas. Du coup, Après, si, l'infrastructure, dans les c'est mécaniques de la jeu, salubrité. si. Ça peut être un peu Ah oui. bizarre, mais si, Mais t'es normalement- investi pour augmenter la pop et la prod. Je trouve que justement, ça manque ça. Ça manque quand même de dire, voilà, imaginons, je veux augmenter les impôts, je suis obligé de me mettre en danger en convoquant les États généraux, le Parlement, etc. et compagnie, qui peuvent me faire chier, et ensuite, les impôts Alors- vont augmenter. Deux points, enfin, ce serait assez difficile de faire ça sans créer une fiscalité assez complexe. Est-ce qu'il n'y a parce pas le qu'il but faudrait d'Europa revoir- 4? Ouais, Ouais. il faudrait voir de quoi rester. Ça, Et c'est- par bah, contre, ils ont tenté un début de faire ça avec l'Angleterre, puisque tu as des lois qui augmentent par exemple la basse taxe de 1 à Londres et en Northern si tu veux. Par contre, ça doit passer par le Parlement national. Oui, mais ça c'est partout pareil. Dire même en Oui, monarchie non, mais, là, française, mais c'est ça, mais hein. ils ont commencé à faire ça. Ils ont Oui. commencé à faire ça. Oui, bah, il faut faire un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire, pour les Espingouins encore plus, les Cortés. Pour la France, peut-être un peu moins, parce que c'est vrai que les parlements étaient un peu moins puissants qu'en Angleterre. Pour prendre les États généraux, Après, c'est pas la de première. manière, je pense que ce serait intéressant d'augmenter le développement interne des pays, parce que c'est Oui. quelque chose qui est assez demandé sur EU4. La gestion interne du pays, c'est le parent pauvre. Oui, L'Èchelon Common Sense était censé améliorer ça notamment. Ouais, bah bon, enfin. Après, ça dépend comment tu le prends, parce que Common Sense, au niveau historicité, c'est pas ça. Mais au niveau gameplay, c'est très intéressant, parce que du coup, il va y avoir une gestion très 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 poussée de tes points de monarque. Enfin, c'est toujours pareil, bon, c'est très abstrait, mais l'idée c'est quand même que tu développes, tu passes l'énergie de ton administration à développer certaines provinces. On est d'accord, c'est très abstrait comme mécanisme, mais la réalité est plutôt intéressante. Mm. Avec Ça- le fait que, ouais. que certains pays ont essayé de développer leur province. Par exemple, on peut prendre la Prusse qui a mis beaucoup d'énergie dans le fait de repousser les marais, de développer un territoire qui, de prime abord, était assez hostile. Oui. Par exemple. oui, mais Défricher bon, les après, forêts, si on assécher veut- les marais, si on- ça c'est un combat qui dure depuis le Moyen-Âge en Allemagne. Voilà. Oui. Mais après, si on veut revenir, parce que juste de revenir au pape, alors. Oui, justement, j'allais faire la transition. Euh,
Voilà, on l'a abordé dans Crusader King 2, donc il manque d'universalité, manque d'emmerdement, Manque de manque politique aussi en fait. de- Crusader voilà, King de- 2, mais même- manque de politique tout court. même de temporalité, hein, aller conquérir les marches d'Ancon, etc. Tout ça. Donc manque de temporalité. Manque aussi le pape, je vais essayer de faire sur le mode aussi. Si vous voulez devenir roi, genre vous n'allez pas dire bon, ben, j'ai Ah oui, conquis c'est tant de vrai. territoire, donc c'est moi qui suis roi. Non, ça marche pas comme ça à l'époque. Hein. Vous voulez demander un titre royal, vous allez devoir, vous avez deux personnes, soit l'empereur, soit le pape. Ouais. Voilà. Et vous demandez à l'un ou à l'autre, et il n'y a que l'un ou l'autre qui vous accorde le titre royal. Pourquoi la Lituanie? Il n'y a pas de roi en Lituanie. Pourtant, Grand-Duché Parce de qu'elle est Lituanie, restée païenne voilà. pendant beaucoup plus longtemps que les autres royaumes. ça fait la moitié du monde. Effectivement, c'est parce que ils sont païens. Donc, ils sont pas rois, déjà, parce que le titre de roi, ça n'existe pas en païen. Donc, ils sont Ignace, duc, ou Vélik Ignace, grand duc. Ils sont pas rois. Et effectivement, ils vont chercher à avoir ce titre de roi, parce que le titre de roi a une dimension un peu sacrale. C'est pour ça qu'ils vont se convertir au catholicisme, c'est pour mieux contrôler la noblesse et pour mieux contrôler la population. Alors, une chose qui manque d'ailleurs dans Crusader King 2, c'est qu'on contrôle mieux la population et mieux la noblesse quand on est converti au christianisme. Et c'est pour ça qu'ils sont pas rois. Hein, les Lituaniens ne sont pas rois, ils ne seront jamais rois, ne sera jamais un titre royal. Et c'est ça qui est vraiment un peu triste, c'est qu'on ne demande pas au pape et le pape peut accorder ou refuser. Même chose au niveau de la vassalité. Certains rois, pour gagner de l'argent, type Jean sans terre, vont se déclarer vassaux du siège de Saint-Pierre. C'est quelque chose qui est assez grave parce que ça vous place une vassalité certes théorique, mais que par exemple 1903, lui la théorie, il va la passer un peu à travers, du Saint-Siège. C'est vraiment quelque chose qui manque. Le pape vraiment manque et il est possiblement un danger. Par exemple, la bulle Nam Sanctam, qui d'ailleurs improprement est dans Europa Universalis 4, alors que c'est une bulle médiévale, en gros déclarait que le pape était supérieur à tous les autres souverains et en gros avait le droit de faire ce qu'il voulait. Et c'est à la suite de cette bulle que Philippe le Bel, qui a été un peu jaloux de ses prérogatives, on va dire ça comme ça, a envoyé Guillaume de Nougaret lui foutre une bouffe dans la gueule, histoire de lui apprendre le respect. Ça manque ça aussi. Ça manque le fait que les rois chrétiens doivent faire attention au pape, histoire qu'ils prennent pas trop d'avantages. Et justement, ce serait un concept intéressant. Ça veut dire, entre le conflit, le pape et l'empereur, qui soutient? S'il soutient l'empereur, ben, il va un peu devenir mégalo et vouloir tout réclamer. Et s'il soutient le pape, il va devenir un peu mégalo et tout réclamer. Donc faire attention à tout ça. Et ça manque. Tout cela manque énormément, bien entendu. Spectateur Errant nous fait une petite remarque, c'est que sur CK2, si tu veux fonder un royaume, tu as besoin de la piété, qui représente l'influence du pape. Là, on est d'accord. Et d'argent. C'est une représentation du faible. Et Enfin, d'argent, Ouais, on pourrait c'est- imaginer c'est- que, c'est- de manière roleplay, on peut Mais imaginer c'est- que l'argent qu'on dépense pour créer le royaume est aussi offert au pape pour acheter le titre de roi. C'est pas dit dans le Ouais, jeu, mais- mais au niveau roleplay, on peut l'imaginer. Attends, tu crois que le pape, il aurait refusé de t'accorder le titre de roi contre une somme suffisante? Bon, ça dépend peut-être de quel pape. Il aurait refusé, ça dépend géopolitiquement, c'est-à-dire est-ce que le royaume est proche de moi? Exemple, le royaume de Sicile. Le royaume de Sicile, il a mis vachement longtemps. Parce que si tu aperçois bien les Normands, ils sont en Sicile, ils ont toute une Sicile depuis quoi? Depuis qu'ils ont envahi, donc 1050. Le royaume de Sicile a été fondé, je crois, en 1150, donc un siècle. Pourtant, Roger, il a eu pas eu faute de réclamer à chaque fois la couronne royale. Pourquoi ils n'ont pas voulu accorder le titre de roi au duc de Sicile? Parce qu'ils étaient à côté. Eh ben oui, c'est bête. Mais tu vas pas accorder un titre de royaume à quelqu'un qui est juste à côté de toi. C'est un peu débile. C'est donné à se faire battre. Pourquoi ils ont donné le titre de roi? Parce qu'au bout d'un moment, Roger, il a eu ras la tarte. Il a capturé le pape. Il a dit bon ben soit tu m'accordes de roi, soit tu vas rester en prison pendant pas mal de temps. Donc oui. Puis Voilà. il y avait aussi une question politique sur des pays qui venaient juste de se convertir au catholicisme pour soutenir les dirigeants locaux. Oui, c'est ça, oui. C'est ça aussi, oui, souvent c'est pour soutenir, oui, le titre de roi en Pologne, c'est ça. Le titre de roi en Pologne, c'est un peu plus compliqué parce que c'est aussi pour éviter de se faire annexer par Saint-Empire. La Pologne, elle était pas très très loin de se faire gentiment Et pas annexer. qu'une Ouais. fois. Et pas qu'une fois, effectivement. Donc, pareil pour la Hongrie, hein. La Hongrie, c'était pas très loin, hein. Et donc, c'était en fait aussi le jeu du pape d'emmerder le Saint-Empire, justement, en donnant le titre de roi. Pour éviter justement qu'il se fasse annexer. Parce que le titre de roi donnait quand même une certaine indépendance par rapport à l'empereur. Bon, pas génial, hein, non plus. Hein, mais, Oui, c'est une indépendance très théorique. Hein. voilà, théorique, exactement. Et, ouais, voilà. Donc, après, on peut passer sur au panier Salis 4. Ouais, enfin, Attends, il y a Medieval 2 peut-être avant?
Hein Mais Medieval 2, même si je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, si je me souviens bien, le pape te donne une idée qui pourrait être pas con. C'est le pape te donne des missions. Ça pourrait être un truc qui pourrait implanter dans CK2 et dans Medieval et dans Europa, Ouais, non, mais à la limite. La mission, c'est qu'on va construire un temple, telle région. Ouais, non, mais rejoindre des mais croisades, en même temps, l'idée est pas convertir des païens. Mais en même temps, l'idée n'est pas bête que le pape fait un peu plus d'ingérence et te dit fais ci pour me faire plaisir, t'as tant de temps pour le faire, si tu le fais, t'as des bonus, si tu le fais pas, bah écoute, on n'est pas content. Et tu pourrais perdre de l'influence papale ou de la piété selon le jeu. Ouais, mais c'est Ouais, mal imaginer. fait. pour le coup, Bah, ça peut être pour intéressant. mettre un début d'interaction. Parce que de toute façon, dans les jeux paradoxes, souvent l'interaction passe par des mini-jeux dans le jeu. Donc, C'est vrai. Mais bon, Du coup, Medieval 2. Oui, dans Medieval 2. Ou après, même des bonus pour être le premier à faire tel ou tel bâtiment, enfin pour y avoir des choses dans le genre qu'on avait vu dans d'autres jeux de stratégie à des époques très anciennes, où ça fait plaisir au pape que tu sois le premier à avoir fait ci ou ça. Mais Medieval 2, à part les Ouais. missions, il y avait autre chose parce que je me rappelle plus trop. Si, il y avait le tableau là avec l'influence papale, parce que s'il y en avait beaucoup, tu pouvais demander une croisade ou demander des excommuniés, quelqu'un qui avait une assez basse. C'était bof sans plus. Et en plus, tu pouvais péter la gueule au pape et l'annexer, et puis basta, donc c'était n'importe quoi. C'était nul, tout simplement. Voilà, c'est nul. Donc sur la période, moderne, donc Europa Universalis, Ouais. la religion catholique. Ah ben, pareil, le pape, normalement, c'est un emmerdeur. C'est un emmerdeur de première. On commence par parler de la religion ou du pape? Le pape, non, on parle du pape, le pape, voilà, normalement c'est un emmerdeur de première même à l'époque Ouais, moderne, mais c'est voilà, un mais dans casse-pipe, quoi. Alors, dans le jeu, il t'emmerde un petit peu quand il est détruit. Parce que du coup, D'accord, ouais. c'est qu'il faut le détruire pour qu'il soit chiant. Parce qu'en gros, le pays qui détruit le pape a ensuite des événements qui lui disent bon, ben, soit tu le relibères, soit tu te prends des malus de relation avec tous les cathos et de la perte de stable. D'accord. C'est quand même un peu chiant. C'est pour symboliser qu'il y a quand même un contre-coup politique au fait d'avoir détruit la papauté. Et le pape lui-même a tendance à réapparaître dans les évêchés du Saint-Empire. Et il peut réapparaître de force et faire perdre une province à un pays. Du coup, le salut, ici il y avait un évêché, même si tu l'annexais, donc je le récupère et je m'installe. Ouais, bon, c'est bon. Du coup, c'est un peu chiant pour les joueurs de l'Empire de voir le pape réapparaître comme ça sur leur terre ou à côté de leur terre. Mais après, l'une des faiblesses aussi du pape dans U4, c'est la faiblesse du jeu italien, donc qui est le cas un peu dans Ouais. Medieval 2. C'est vrai, ouais. Ah, le que pape a été extrêmement renforcé, hein, pour l'anecdote, dans Common Sense. Vraiment boosté. Donc l'Italie, c'est aussi un rôle politique, culturel, Ouais. qui est très dur à représenter, on est d'accord, dans un jeu, mais C'est il y vrai. a ce rôle-là en Italie. En Italie, tout est très riche. À partir de 1450, on va dire, t'as le Quattrocento. Enfin, donc niveau culturel, c'est très fort. Prendre des princes là-bas, c'est politique, mais t'as aussi tout l'aspect technologique, innovation. Il y a des enjeux qui sont absolument monstrueux, Oui, tout à fait. qui sont que très partiellement représentés dans quasiment tous les jeux en fait. Oui, c'est ça, effectivement, mais même oui, déjà, il y a la chose italienne, et puis même, il y a l'intérieur. Voilà, encore une fois, le pape, on va signer des concordats avec lui, qui c'est qui va nommer les évêques, concordat de Bologne, tout ça. Le pape aussi, celui qui va accorder des bulles pour le Nouveau Monde, bon, même si elles sont pas vraiment très respectées par les autres catholiques, mais on va dire que ça aide, quoi. D'ailleurs, c'est ça le problème, je crois que c'est avec Eldorado qu'il y a eu le traité Oui. de Tordesillas, très mal fait. Normalement, que ça t'accorde un bonus, pourquoi pas, ok, mais ça doit pas faire de malus aux autres catholiques, parce que les Français, ils sont installés au Brésil à Pernambouc et en Floride une fois. Le traité de Tordesillas, ils se torchaient avec tous les jours. Non, mais il est C'était, mal foutu dans le jeu, ça c'est sûr. Il est mal foutu et Voilà. il a juste été là pour rehausser la colonisation de début de jeu. C'est ça. Bah, c'était François Ier qui avait dit une très belle phrase en parlant. On lui disait oui, mais avec le traité de Tordesillas, vous n'avez pas le droit, etc. Et François Ier disait j'aimerais bien avoir la clause du testament d'Adam qui me précise que la France n'a pas le droit d'aller conquérir le Nouveau Monde. Donc, ouais, non, mais voilà, voilà, il se torchait dessus, quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça, c'est mal fait. Par contre, là où il manque, c'est l'ingérence du pape à l'intérieur. Parce que le pape s'ingérait, surtout avec les jésuites, alors là, on a le nec plus ultra de l'ingérence. Au niveau Le de, grand complot. Bon, du complot, tu sais. Mais bon, les jésuites, c'est vrai que c'était pas non plus des enfants de cœur, c'est le cas de le dire. Mais ça manque.
Et aussi, le truc qui manque, c'est l'attractivité de la religion catholique. Parce que un truc qui, moi, me désole à chaque fois, c'est quand on regarde les cartes de l'Europe dans Open Universalis 4, la plupart du temps, les trois quarts de l'Europe, la moitié de l'Europe qui sont protestantes ou réformées. Ah oui, mais parce que les protestants et réformés ont des bonus plus forts. cool et surtout plus clairs. C'est que le Ouais. pape, ils ont voulant réformer, je sais plus quelle extension, le système des cardinaux et de la papauté. Quasiment à toutes les extensions. Oui, et ils le complexifient à chaque fois. Et même si les bonus peuvent être intéressants, le fait de complexifier le truc à chaque fois, ça rend les joueurs frileux et qui veulent pas trop se prendre la tête avec ça pour pouvoir à côté jouer, combattre, blubber. Alors Oui, que oui. protestantisme et réformé, c'est tout con quoi. T'as différents boutons qui donnent différents bonus et tu coches sur le bonus que tu veux. Ça a le mérite d'être clair et simple. Et oui, parce que le truc aussi, c'est que quand tu regardes une carte, ne serait-ce qu'une carte de l'époque moderne, je sais pas, au traité de Westphalie en 1648, des religions, tu t'aperçois que les religions protestantes, en fait, c'est Pinut. Quoi, c'est le nord de l'Allemagne, les C'est Pays-Bas, ça. la Suisse, puis basta, et avec l'Angleterre et Scandinavie. C'est quasiment rien. Ah, ça commence à faire pas mal là avec tous les pays que tu Oui, cites. non, mais c'est pas mal. Mais, Ouais, mais- mais C'est vrai que démographiquement, c'est pas- politique, c'est très faible. Oui, Voilà, démographiquement, c'est pas énorme. Voilà, démographiquement, c'est rien. Et là, le problème des centres de réformation à la con, qui convertissent la moitié de l'Europe en 3 ans, le problème de ces trois tyrans, il faudrait vraiment réformer tout ça. Pourquoi une question bête, etc. Pourquoi tant de gens ont gardé la religion catholique? Pourtant, quand on s'aperçoit que la Ouais, mais France, c'est par habitude. c'était pas chaud, c'était pas par habitude. C'est parce que la religion catholique, c'est intéressant, parce que c'est une religion qui est hiérarchisée, c'est une religion du peuple, qui est populaire, avec le curé, etc. et compagnie. Les protestants, ce n'est pas du tout une religion du peuple. Et après, il y a autre chose. Dans C'est- le protestantisme, le pauvre, il est maudit par Dieu. Dans le protestantisme, c'est le libre arbitre, la prédestination des élus. Quand on est riche, c'est ce que Dieu l'a voulu. Bah oui. Quand on est riche, Dieu l'a voulu. Donc quand on est pauvre, c'est que voilà, c'est des maudits de Dieu. Donc on a le droit de se balader, etc. Dans le catholicisme, c'est pas ça. Dans le catholicisme, bien au contraire, bien heureux soient les innocents, les pauvres et les innocents, parce que ils vont direct au paradis. Et donc on est obligé de donner les bonnes œuvres, etc. Il y a quand même un aspect qui est beaucoup plus populaire chez le catholicisme que chez le protestantisme, qui est beaucoup plus une religion, surtout en plus en France, des nobles et des marchands. Et il manque cette dimension-là. Il faudrait quelque chose en te disant, ok, l'adopte le protestantisme est réformé, mais tes pauvres et tes paysans, ils vont faire la gueule. C'est ce que je veux dire. Après, il y a autre chose, c'est que après, on est quand même dans un jeu et les joueurs, si tu leur donnes pas une raison suffisante, c'est donc des bonus assez importants de passer protestant ou réformé, ils le feront pas parce que pourquoi s'emmerder à risquer d'avoir des troubles et des révoltes si c'est pour pas avoir quelque chose de limite moins bien que le catholicisme, tu vois, c'est ça. Ouais, Et donc personne ne changerait, il y aurait pratiquement pas de réforme. Je suis d'accord, mais alors à mon avis, moi ce qu'il faudrait faire pour arranger le jeu, c'est supprimer les centres de réformation. Voilà. Point. Tu te convertis, tu vas à la Il faut vite. les supprimer, Bah, peut-être pas parce que c'est justement, sympa, il fout un peu la l'avantage de merde. réforme, c'est que ça crée une interaction sur la religion. Parce qu'avant, c'était chiant comme la pluie. Oui, Tu te c'est trop convertissais, puissant, c'est tu trop passais tes fort. réformes. Je suis d'accord, ils sont trop forts, mais d'un autre côté, C'est ils trop mettent, puissant, ils mettent le bordel en Europe, puisque du coup, un pays qui veut rester catho peut décider d'aller faire chier son voisin parce que son centre de réforme commence à foutre la merde chez lui. Ouais, mais pas aussi vite que ça. Il faut que ce soit beaucoup plus lent. Ouais, non, c'est Et par sûr, contre, ils sont d'ailleurs, trop rapides. Et ils durent trop longtemps. Au-delà de ça, je trouve par contre, il n'y a pas assez le côté je vais te faire la guerre, mais juste pour te reconvertir. Et avec notre maillot jaune de la discipline, l'Espagne. Oui. Oui, ça c'est vrai. Qui T'as a raison, juste l'Autriche. sur, Ouais, sur la période, mais à partir du moment où c'était plus ou moins le défenseur de la foi, c'était oh enfin tiens l'Angleterre, ça te dirait qu'on se fasse une petite guerre juste pour que les catholiques arrivent au pouvoir. Au fait la France, moi je les aime bien les Guises. Oh, oui, non, oui, ça c'est vrai. C'est qu'il y a une dimension très. Mais en fait, Voilà, c'est tu plus peux pas faire la dans guerre pour dire l'anarchie, ça au se fait juste t'es catholique, tu viens pas m'ennuyer. Et vive le pape, vive tout. Non, mais ça c'est vrai, effectivement. Ça manque. Le protestantisme est trop fort. Et le catholicisme, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de prégnant qui marque les mœurs aussi. C'est avec une hiérarchie, ecclésiastique qui est lourde, vous voyez, qui intervient, qui est quasiment tout votre administration. Vous utilisez, notamment l'Espagne, elle va utiliser des évêques comme vice-roi dans son administration, dans ses conseils. Donc c'est quelque chose qui est quand même important, qui influe dans la vie de tous les jours, et ça marque pas, que ce soit protestant ou catholique, dans la gestion intérieure, pas plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais D'accord, ça profession bouton. c'est aussi entre guillemets peut-être le défaut d'Europa, c'est la gestion interne est encore très faible. Il n'y a aucune personnalisation de la politique. C'est Après- les seuls personnages que tu vois Ouais. sont les conseillers. Pour complexifier le truc, il faudrait instaurer un système
venus de Victoria, qui serait que plutôt que la religion d'une province est unique et tout le monde est converti, il faudrait mettre un pourcentage de population, Ouais. tu vois, un camembert de pop avec les pourcentages de chaque religion qui crois vont qu'il y a un croître ou augmenter en fonction des actions et choix du joueur. Il y a un mode qui fait ça, je sais plus lequel, Sur Europa qui, ouais, sur Europa 4, qui permet en fait d'avoir des minorités de religion. En gros, c'est pas grand chose, c'est genre de la religion majoritaire de la région et hop, religion minoritaire s'il y en a une, pauvre protestant par exemple. T'as des trucs, t'as un mode dessus, je sais plus lequel. Ça me dit rien du tout. Oui, non, mais... Peut-être Meu Tax. Non, c'est un autre à la con là. Je crois que c'est Lex Talionis. C'est, de toute manière, c'est un des modes les plus innovants, la loi du talion. Je crois que c'était ça. Oui, mais ouais, ça manque que ça. Et la religion catholique manque quand même un petit peu d'attractivité. C'est dire que voilà, ça a quand même resté la religion chrétienne majoritaire en Europe. Donc c'est pas pour rien. Donc il faut quand même, ça garde quand même une attractivité. Je pense surtout au niveau de la stabilité. C'est vrai que ce soit vraiment au niveau de la stabilité, au niveau du contrôle de la population, au niveau de la hiérarchie. Il faudrait vraiment des bonus sur ça. Disant, Bah, voilà, faut, de toute façon, si équilibrer t'es les catholique, trois tu seras religions. stable. Équilibrer les trois religions de manière à ce c'est ça. que voilà, il n'y ait Non, pas mais que l'Espagne et le Portugal qui restent catholiques. Mais Ça, après, c'est- après ces derniers temps, ça allait un peu mieux parce qu'on a souvent des France ou des Autriches qui ont essayé de rester catholiques. Oui, mais c'est aussi le temps que des joueurs apprennent à d'autres qu'il y a des bonus sur la religion catholique. Ouais, surtout, après, il y a un truc qui est vicieux, c'est que la religion catholique devient plus intéressante lorsqu'il y a plus beaucoup de cathos. C'est là que ça devient génial. Du coup, vaut mieux essayer de pas reconvertir les autres, de pas les convaincre de rester catho, te planquer dans ton coin, attendre que tout le monde se convertisse et Oui, ensuite mais dire c'est ça y est, ça, je suis le c'est dernier ça, catho, bon, je suis c'était pété tout de seul. bonus. Et moins il y a de catholiques, plus c'est fort le catholicisme. Ouais, non, c'est assez Ce qui est étrange débile. comme idée, Ce mais qui est pourquoi vraiment pas. débile, effectivement. Ce qui est vraiment débile. Bah, Faudrait disons vraiment que faire, ça, enfin, l'idée, je pense, c'est d'expliquer qu'une fois que la réforme a commencé, bah, il y a les quelques pays qui restent ont des vrais bonus pour être à égalité avec les autres religions. Ouais. Mais l'idée est pas mauvaise, mais le résultat final. Mais est-ce que du coup, tu Ouais. devrais pas faire l'inverse, faire comme l'Empire, parce que l'Empire a des bonus plus importants quand il y a plus de membres. Est-ce qu'il devrait Ouais. pas, est-ce que ce serait pas intéressant du coup d'inverser la mécanique je catholicisme pense pour que qu'il y ait ça plus doit de bonus quand il y a plus de membres? Plus de Oui, ça membres, va être ça donne comme plus de l'Empire, ouais. pouvoir, mais aussi plus Ouais. de pouvoir au pape. Mais par contre, il y a essayé de passer des lois, j'appelle ça des lois, mais pour reprendre Oui, non, mais je les sais ce que termes tu veux de dire, Saint-Empire, qui augmentent la puissance les bonus de tout le monde. Non, mais Genre, Et ça inciterait à essayer Genre, oui, non, mais de t'as raison. reconvertir de force les protestants et les réformés. Non, moi je suis d'accord, c'est vrai que le pape par exemple pourrait faire passer des décisions, il devrait être un acteur, c'est-à-dire c'est lui qui propose la contre-réforme, c'est lui qui propose l'organisation des jésuites, c'est lui qui va essayer d'imposer la réforme tridentine, donc il faut vraiment que le pape il intervienne, il dise voilà, j'en fous pas une, non, j'interviens, j'agis contre la réforme. Mais d'ailleurs, justement, la contre-réforme dans U4, c'est une blague. Ah oui, c'est- c'est une bêtise, c'est une connerie, c'est une connerie. C'est n'importe quoi, parce que déjà, il faut savoir que la contre-réforme, il y a des monarchies qui ont lutté contre leur introduction. La France, elle a attendu un siècle avant de l'introduire, et encore en catimini. En fait, de tête, je crois que pareil pour François l'Autriche. Ier se déclare contre-réforme, mais bon, à ce moment-là, il n'y a pas de protestants, donc c'est juste la déclaration de principe. non, mais c'est ça, mais dans les faits, Et après, au moment où la contre-réforme arrive vraiment en France avec les guises et tout, c'est juste non, tu passeras pas. oui, c'est ça. Non, mais c'est à peu près ça, parce que la réforme tridentine, en fait, renforçait le pouvoir de l'Église et du pape sur les églises nationales. Donc, à ce moment-là, c'était miette, non pas Saran. Et Mais, puis, il faut attendre quoi la fin du règne de Louis XIII pour voir son influence bien C'est ça. déclinée. C'est ça. Bah, en fait, c'était Michel Louvel qui avait dit la France commence à être chrétienne en 1650, donc quand la pastorale tridentine a été imposée dans les campagnes, etc. Et la déchristianisation commence 50 ans plus tard. Donc voilà, tu vois, donc finalement la France a été chrétienne même pas 50 ans dans la réalité. Bon, il exagérait, et puis Michel Louvel est un peu communiste sur les bords, mais oui, effectivement. Et la contre-réforme, voilà, c'est aussi un mouvement qui est à l'intérieur de l'Église pour arrêter que les évêques restent dans la diocèse, qu'on apprenne aux pauvres pécores quand même qu'est-ce que c'est un peu la religion et pas basta. Oui, c'est vrai que ça manque. Et le malus de plus 5% en technologie, je le comprends pas, personnellement. Et Parce quand tu prends la contre-réforme je Bah ne ouais, la c'est parce que l'idée, après, c'est un peu tordu, mais c'est l'idée de c'est très mal fait. contre-réforme, c'est réac, les réacs, c'est contre le progrès, donc malus technologique. C'est Alors déjà, contre-réforme, typiquement c'est ça, un mot actuel. C'est un la mot réflexion actuel, qui est derrière. contre-réforme. Oui, parce que c'est les suiveurs protestants qui ont fait ça.
Ah oui, au bout d'un moment, bon, voilà, même C'est si peut-être pas politique, faux. etc. À mon avis, c'est pour ça. Parce que blablabla, protestantisme, religion scientifique, bon, en fait, c'est de la connerie, hein, ça, machin, ils sont tout aussi rares que les autres, hein, les protestants. Hein. Voilà, donc, qu'on voyait aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a que des protestants, hein, pourtant, bon. Au contraire, la religion catholique, contrairement à ce qu'on pense, est beaucoup plus ouverte sur les sciences et les sciences que le protestantisme. Beaucoup plus, contrairement à ce qu'on croit. Bon, bien sûr, tout le monde va faire une fixette sur Galilée. Mais faut pas croire. Non, mais vraiment, faut vraiment pas croire. Ah, on a tous vu les films tirés des œuvres de Dan Abnett, c'est ça? Je crois ça, tu sais, sur le truc là, ce qui se passe au Vatican, avec sur du complot. J'ai même plus le nom du film, enfin, qui est tiré d'un livre. Da Vinci Code. Ouais, non, celui d'après, je crois que c'était celui d'après ou qui se passe que Ouais, je sais au plus. Vatican. Oui, c'était. Ah merde, le machin des anges, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un truc dans le genre. Oui, où il y a une bombe à matière noire sous le C'est Vatican. ça. Oh Seigneur Dieu. Ouais, non, 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 non. Mais ouais, non, non, non. Donc, déjà, la contre-réforme, ce qu'il faudrait faire. Alors, déjà, la contre-réforme, il faudrait expliquer, parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que pourquoi ça a pris tant de temps mettre le Concile de Trente, tout ça, pour contrer les protestants parce qu'en fait, la France et l'Espagne étaient en guerre perpétuelle. Donc, vous pouvez pas réunir un concile de toute la chrétienté quand les deux principaux pays catholiques sont en train de se taper dessus. Donc, déjà, il faut que ce soit un accord entre les pays catholiques qui disent ok, on lance un concile universel pour contrer ça. Et ensuite, que les pays se disent si je l'applique, je vais pouvoir, certes. En fait, c'était pas vraiment contre les protestants, c'est vraiment pour. On dit contre-réforme, mais en fait, c'est faux. C'est la réforme. Eux, ils disaient pas contre-réforme, c'est la réforme catholique. Donc, si vous voulez, c'était pour. Voilà, les évêques, ils arrêtent un peu de boire et de se taper toutes les prostituées du coin. Et voilà, c'était vraiment pour réformer, la rendre plus morale, etc. etc. Donc, un renforcement de la religion catholique dans le pays, mais qui irait quand même contre les intérêts nationaux. C'est-à-dire que vous gagnerez moins d'argent, moins de dîmes. Voilà, par exemple, une baisse de la basse taxe. Voilà, plus qu'une baisse du coût technologique qui est de la connerie, moi je mettrais plutôt quelque chose comme. Moins voilà, 5, donc, moins 10% d'impôts. Alors. Voilà, exactement, c'est ça. Ou sur le commerce, peut-être, ou la production, enfin, C'est ça. Ah, tiens, donc Matthäus Magnanimus, donc on rappelle que c'était Angers Démon et que c'était une bombe d'antimatière, pas de matière noire. Ouais, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Effectivement, légère erreur. Mais alors, et il y avait Elessa qui nous disait oui, voilà, il y a un problème sur qui est acteur de la religion. Et c'est vrai que dans le cas de facto, c'est très dépersonnalisé la religion. On est moyennement acteur, on l'est un peu plus depuis qu'ils ont fait les centres de réforme, mais la religion, ça te concerne quoi, 50 ans dans le jeu, puis après tu mets ça de côté. Au moment où c'est quand même un gros challenge, hein, et un parti très intéressant de la partie lorsque les protestantismes puis la réforme pop. Oui, mais c'est un moment intense et après ça retombe. Que ça détruit ton économie, mais et ça dure à peu près 50 ans par pays, pour un siècle peut-être sur l'ensemble des pays du jeu. Bah, c'est juste qu'après ça passe et après les joueurs refont leurs diplômes, leurs alliances et tout sans prendre du tout en compte la religion. Et alors une guerre de 30 ans intense et ardemment comment dire, disputée, on l'attend toujours, hein, c'est rarement le cas pour l'instant. Mais ça c'est aussi un problème du Saint-Empire romain germanique. C'est parce qu'il y a un problème sur la gestion du Saint-Empire. Ouais, c'est clair et net, ça c'est sûr. Sur la gestion du Saint-Empire, moi j'aurais plutôt dit sur la gestion du catholicisme, quoi. Justement qu'il faudrait qu'il y ait plus d'intérêt à garder plein de cathos. Ouais, déjà oui, et plus du Saint-Empire romain parce qu'il y a la question de l'empereur, voilà, et de la religion, etc. Que ça lui baisse quand même de pouvoir de pas avoir des, parce que l'empereur est quand même garant de l'unité de la chrétienté, donc là quoi, il ne doit pas regarder les autres se convertir au protestantisme en leur faisant des gros yeux, c'est des yeux doux, non, ça c'est pas possible, quoi. L'empereur il doit intervenir, il va dire oula, ça va chier, quoi. Si vous arrêtez pas tout de suite, vous ferez. Et tiens, pour revenir sur l'idée des conversions de pays ou autres, le jeu de société, lui, gère ça de manière beaucoup plus intéressante en matière politique. Parce que dès qu'un pays se convertit, l'Espagne, de base, elle a un casus belli pour les retourner, et c'est un objectif à point de victoire. Et le but d'un jeu de société étant d'avoir plus de points de victoire, c'est quelque chose d'extrêmement attirant pour l'Espagne. Elle est plus qu'incitée à intervenir en Hollande, en France et en Angleterre, quitte à ce qu'elle gagne ou qu'elle perde, mais juste au moins pour essayer, parce qu'il y a d'énormes bonus. Oui. Et sauf que dans le jeu, le système de points de victoire, ça représente ce que tu as envie que ça représente. Soit tu t'en moques, soit tu trouves ça génial, mais... Du coup, ça donne une idée. Ce qui manque dans Campagne 16-4, en fait, c'est... moi, j'avais pensé à ça, c'est donner des objectifs particuliers pour quasiment chaque pays.
Bah, c'est via l'émission. Ça, c'est censé être via l'émission. Bah, non, ça devrait être un système de points de victoire en fait. Voilà, un système de points de victoire. Par exemple, l'Autriche, un point de victoire, être empereur. Deuxième point de victoire, le Saint-Empire est catholique. Voilà, des choses comme ça. Et troisième point de victoire, après, ça peut être 1, 50, 100 selon les échelles. Voilà, après, oui. Mais l'idée là, tu dois être plus qu'incité à être empereur, l'empire doit être catholique, c'est ça. il doit y avoir le plus de pays possible. Un truc par rapport à ce que tu disais Benoît, c'est le défenseur de la foi. Peut-être que le défenseur de la foi devrait, celui qui a le titre devrait avoir ses propres missions objectives dans ce cas-là. Oui. Mais le défenseur de la foi, du coup, pas forcément l'Espagne. Il taper tous les protestants du monde. Celui qui est défenseur de la foi catho, pour conserver ses bonus de défenseur de la foi, devrait être incité à leur taper dessus et avoir un casus belli, oui, sur tous les protestants et réformés du monde. Tout de suite, quoi, en fait, directement. Non, ce serait peut-être un petit peu abusé. Et puis il faut qu'il fasse de la diplo pour voir s'il peut. Où il est plus défenseur de la foi. Ou alors on lui met 2 ans pour déclarer la guerre. Mais oui, voilà. Faut quand même laisser une marge pour faire de la diplo parce que tu peux pas partir en guerre comme ça. Poum. Ah ouais, mais à l'époque, je crois qu'il y avait pas trop de diplo sur cette question-là. Oui, ouais, mais là, on est quand même dans un jeu à vocation socialo-diplomatique entre les joueurs, tu vois. Faut quand même laisser le temps de mettre en place l'attaque. Mais il y en a une de facto. Tu passes protestant, tu te prends une guerre. Donc il y a une diplo de base. Ouais, mais tu vois, le catho qui est allié avec le protestant depuis très longtemps et qui est à côté, son allié est attaqué, il va pas se dire putain il est protestant, sale chien, je l'abandonne. C'est ah putain un connard attaque mon allié sans même m'en parler, je le défends. Ça veut plutôt être comme ça. Après, au XVIIIe siècle, oui, quand la ferveur religieuse commencera un petit peu à s'affaiblir. Mais par contre. Et quand la France permet aux protestants de survivre aussi. La France, c'est pas pareil. Parce que la France, très tôt. Non, mais je pensais à la guerre de 30 ans. Je pensais à la guerre de 30 ans, parce que c'est quand même le roi très chrétien qui combat plus du côté protestant. Oui, mais qui c'est qui a fait ça? Parce que bon, si tu veux qu'on parle loin, parce que la France, déjà, elle a une histoire qui est très particulière comparée aux autres pays. C'est la fille aînée de l'église qui viole l'église tous les 3 ans. Déjà, la première, c'est que déjà la fille aînée de l'église, voilà, quand tu vois Philippe le Bel et Philippe Auguste, tu te dis, bon, voilà, hein, ça va 30 minutes. Après, le second point, c'est que elle a eu des guerres de religion qui ont mis en avant quel parti, parce qu'il y a eu plusieurs partis qui se sont affrontés en fait sur la guerre de religion. Absolument pas les protestants, les catholiques, on s'en fout. C'était les puissances extérieures qui étaient en train d'agir à l'intérieur du pays aussi. C'était les monomonarques, les politiques, etc. Il y avait plein de petits partis en fait idéologiques. Et qui c'est qui a gagné à la fin en fait avec Henri IV? C'est ni les protestants ni les catholiques, ce sont ce qu'on appelle le parti des politiques. On va dire c'est quoi le parti des politiques en fait? Le parti des politiques c'est la religion on s'en branle, voilà complètement. Et le truc le plus important en fait c'est la défense de l'État, la défense de la France. Je dirais la nation, mais en fait ça n'emploie pas réellement le terme de la nation. Donc voilà, plutôt la défense de l'État, la défense de la France. Et c'est ce parti-là qui a gagné. Oui, et c'est pour ça. La souveraineté. Voilà. C'est une lutte pour la souveraineté. C'est ça. Les guises qui sont pro-catholiques, à la fin, t'as les catholiques et les protestants qui leur tapent dessus. Oui, l'intérêt de l'État passe avant l'intérêt du pape et de la religion. Mais la France, elle a une histoire qui est beaucoup vieille, qu'on voit déjà dès François Ier qui s'allie avec le Grand Turc. Voilà, c'est vraiment un truc qui est non français, vraiment le truc de la religion, on s'en prend un peu au niveau des relations extérieures, mais c'est vraiment plus l'exception française qu'autre chose. Après, voilà, l'Espagne était alliée à l'Angleterre contre la France, c'était une alliance qui était assez vieille, d'accord, et pourtant elle n'a pas hésité à lui taper dessus dès que ils ont exécuté Marie Stuart et compagnie. Et puis sous Richelieu, il y a un début de politique d'alliance avec l'Angleterre et de mariage avec eux, alors que théoriquement la France est catholique et l'Angleterre protestante. C'est ça. Et parce que Richelieu, c'est celui qui a théorisé la raison d'État. Voilà, c'est lui qui a dit que la raison d'État passe avant tout. Mais ça, encore une fois, c'est une exception française qui viendra qu'après, qui se légitimera après dans notre pays que beaucoup plus tard. Mais avant, si votre adversaire se convertit à une religion hérétique, vous exterminez les hérétiques, même si c'est votre meilleur ami. C'est les hérétiques, tout simplement. Ah oui, en fait, il y a quelqu'un qui rappelle le défenseur de la foi a en plus des malus. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est n'importe quoi. En fait, je pense que le défenseur de la foi est plus ou moins pensé sur l'Espagne, qui donc doit perdre en puissance. Mais là, c'est un vrai problème. C'est vrai. Mais c'est le problème, en fait, c'est que je pense qu'ils ont vraiment une vision protestante des catholiques, c'est des gros réacs. Ce qui n'est pas du tout le cas. Encore une fois, quand tu aperçois les grosses avancées technologiques, elles sont tous dispersées partout, que ce soit protestants, etc. C'est un reliquat encore du jeu de société. Où dans le jeu de société, quand les
les protestants, enfin donc tout ce qui pourrait être bon, protestants réformés, ce qui est géré par cette partie-là, gagnent des bonus commerciaux et de ressources que n'ont pas les catholiques. Mais les Dans ce catholiques, cas-là, en contrepartie, pourquoi pas. par contre, ils gagnent en stabilité. Oui, oui, ça doit être le cas. Les catholiques doivent être beaucoup plus stables que les pays protestants réformés. Vraiment beaucoup plus. Mais ouais, il faudrait un peu changer tout ça quand même. Mais après, bon, il y a quand même quelque chose. C'est pas si mauvais que ça. Mais Tiens, il faut Faras, changer des choses. tu vas vouloir répondre là-dessus, enfin je te laisse l'honneur. Azral qui nous dit que, à l'époque de Richelieu, que le cardinal c'était juste une charge et que Richelieu l'a acheté, il me semble, rien à voir avec les cardinaux d'aujourd'hui. Non. Bon, je te laisse répondre, parce que bon, en plus l'histoire du poste de cardinal pour Richelieu est très intéressante, parce que c'est pas arrivé comme ça. Alors là, je me souviens plus du tout pour le cardinal de Richelieu, mais Et c'est parce pas que du donc, tout. il est évêque très tôt, et il Voilà. passe, et en fait, il y a la question de, si on le passe cardinal, il gagne la prééminence au conseil, et Mhm. donc il y a la lutte entre d'abord la reine-mère qui le soutient Richelieu, mais le roi qui veut pas le voir passer cardinal, et il y a le Vatican qui veut s'en mêler. Et donc ça prend plusieurs années, j'ai envie de dire ça prend 10 ans à peu près avant que Richelieu passe cardinal, et c'est une question extrêmement politique avant qu'il y arrive. Oui, tout à fait. Parce que le chapeau, ce qu'on disait à l'époque, le chapeau de cardinal, c'est quelque chose qui est très recherché. Mazarin aussi, hein. On aura le chapeau du cardinal. Donc oui, oui, ça m'étonne pas. C'est pas du tout une charge qu'on achète, hein. On demande au pape, hein. Et c'est le pape qui accorde le cardinalat. Il l'accorde après. Avant même que la question arrive chez le pape, il faut que la France en fasse la demande, et c'est ce qu'elle a fait pour Richelieu. Elle a attendu des années avant d'en faire la Ouais. demande. Oui, oui, tout à fait. C'est un très très gros débat, et en France ça donnait après la prééminence au conseil, puisque c'est un peu là-dessus d'ailleurs qu'il y avait le terme de premier ministre, je crois. Enfin Principal ministre. Oui, ouais, pas c'est par rapport à des Jojo termes du latin et autres, ce qui lui permettait de diriger la séance du conseil. Oui, c'est ça. Mais Richelieu et Louis XIII, en fait, au départ, puisque Richelieu était considéré comme une créature de Marie de Médicis, Oui, la mère la de reine Louis mère. XIII, et, voilà. Et puis après, il s'est un peu libéré. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la journée des dupes. Oui, magnifique. Ouais, magnifique, très belle, très beau événement historique. Ou donc, pour faire résumer, Richelieu, enfin la reine mère complotait pour que Richelieu soit démis de ses fonctions. C'est ça. Et suite à un événement qui a duré 10 secondes à tout casser dans une chambre, Richelieu ne dit pas un mot et il s'en va, et le roi lui accorde sa confiance. Oui, c'est exactement ça, voilà. Et Marie c'est décide pas- de s'enfuir à Bruxelles. Et suite à ça, c'est pas le favori de la reine qui est arrêté à la place de Richelieu? Alors il y a Vague plusieurs souvenir. cas favoris de la reine, mais oui, je crois que c'est à ce moment-là Oui. où il y a un favori de la reine qui est pris. Oui, c'est ça. Mais il y a Mais eu parce que plusieurs. bon, Il y a eu Concini au départ, mais ça a été Ouais. avant Richelieu. Mais ouais, ouais, effectivement. Mais oui, non, mais c'est sûr. Mais bon, voilà. Je pense Ça, que- c'était au final les jeux d'influence entre le roi et la reine mère. Ouais, c'est ça, Tout effectivement. à fait. Bon, mais voilà, mais bon, il manque quand même, voilà, pour conclure, la religion catholique manque d'attractivité, le pape manque d'influence et manque de pouvoir, et ça, généralement dans tous les jeux. Faudra Tout qu'on le monde- étende le débat à d'autres religions maintenant. Ouais. Comme on a dit, en fait, on aimerait faire un diptyque la prochaine fois des cités-états italiennes, puisque pour revenir un peu sur le Vatican, parce que l'histoire du Vatican de Rome, ça c'est aussi lié à la gestion de l'Italie dans les jeux. Et après, évidemment, je pense que dans l'idée, on se fait une suite sur les autres religions. Ouais. Bon, après, on verra peut-être pour pas faire une overdose aux gens, Ouais, voilà, ouais. de faire une petite pause. Mais déjà, au moins la prochaine fois sur les cités-états italiennes, ça permettra de parler de Rome et autres sans parler que de la religion. Peut-être les par cités-états dans l'Empire aussi. En tant qu'à faire, on peut faire les deux. Oui, d'un coup. oui, oui, Les cités-états non, italiennes, après, cités-états de toute dans façon, Là, l'Empire. on l'a bien vu, on a fini par parler de la taxation. Oui, c'est ça, ouais. Donc je Donc, pense ouais, que Ça va large. Non, mais c'est normal. voilà, non, mais ouais, prochaine fois peut-être les cités italiennes, les cités-états. Puis après, on pourrait peut-être partir sur religion réformée. Puis on pourrait peut-être après partir sur l'islam. Enfin, on verra, mais on fera peut-être des petites pauses sur la religion pour pas que ce soit un peu lourd à gérer Oui, sur oui. ces questions. Tout à fait. Par Et- contre, Oui. vas-y, je t'en prie, Faras. Non, non, je dis, il y a des choses très intéressantes, par exemple, à dire en islam. Il manque. Euh, C'est impressionnant. Est-ce qu'on parle un peu de l'après-période de U4? Donc parce qu'on parlait un peu de Victoria ou Alors, autre, est-ce on qu'il y a peut des parler de points Victoria, mais il n'y a pas grand chose à dire. Puisque dans On peut Victoria, parler d'Empire italois. c'est ça qui est très intéressant, c'est Victoria, c'est le jeu qui pourrait détailler le truc le plus, puisque dans Victoria, la population est comptée dans chaque province, et cette population a ensuite un camembert de religion.
toujours par province et après un pour le pays en entier. Donc tu as tous les détails, tu peux savoir combien tu as de protestants, même des orthodoxes qui traînent parfois, comme ça en France, tu as quelques orthodoxes qui traînent du fait de l'immigration et tout. Donc tu as vraiment tout le détail, tu peux retracer le parcours de ta population et tout. Et ça n'a aucune influence. La religion n'a aucun impact dans Victoria, il faut avoir des modes pour que ça ait un intérêt. Ouais, faut dire aussi vraiment à l'époque de Victoria, la religion, c'est commencement de. Ouais, mais dans les modes, par exemple, ils ont une idée, c'est que pour le changement de culture, et ils sont partis du principe que le changement de culture passait un peu par le changement de religion. Ouais. Du coup, dans Pop Demande, tu peux plus facilement convertir culturellement des gens qui ont déjà changé de religion. Bon, ça donne un petit bonus pour la culture. Ça met un peu d'interaction, ça met un peu d'intérêt. Ouais, après le 19ème, c'est quand même ça. Mais sinon, c'est vrai que dans Victoria, la religion, elle sert à rien. Ouais, quasiment. C'est secondaire, c'est normal, c'est secondaire la religion. Ouais, mais de là, est-ce que ça sert vraiment à rien? Surtout que c'est presque triste, c'est le jeu qui est le plus détaillé au niveau social et humain. Après il y a au niveau de la colonisation, il y a un lien fort entre la religion et la colonisation. Comme disait Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. C'est très joli. Mais bon, à part ça, bof. Ouais, au niveau de la séparation de l'église, de l'État, tout ça, au niveau de... Mais franchement... Mais tiens, d'ailleurs, tu parles de la colonisation, on peut peut-être en parler un petit peu, parce qu'en effet, il y a 2-3 points qui jouent là-dessus. Sur les relations en Afrique. Pas forcément sur la période victorienne, mais de manière, par exemple sur la période, on va dire, Europa. Il y a des choses, sur l'Afrique, sur les relations en Inde ou autres. Historiquement, il y a des relations assez intéressantes, ou même en Amérique d'ailleurs. Hein. Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec ça. Bon, je pense que ça pourrait faire une autre émission, hein, limite. Oui. De toute façon, là, ça fait quoi 1h43, donc de toute façon, on n'a plus qu'un quart d'heure avant d'avoir des problèmes techniques pour la passer sur YouTube. Oui. Donc je pense que de toute façon, on a fait le tour globalement. Ouais. Donc on va se dire dans 2 semaines pour nous 3. Sachant qu'on vous rappelle la semaine prochaine, on va tenter de faire quelque chose sur les Total War, sur une formule qui sera un peu différente, puisqu'il y aura peut-être aussi un peu plus d'images et de vidéos. Ça sera l'actualité des Total War élargie, puisque il devrait parler aussi beaucoup des modes. Oui, c'est ça. On confirme, ça sera pas nous, hein, donc voilà. Non, mais ce sera pas l'équipe, ce sera Arrondir, il y aura Léviat, est-ce qu'il y avait un accord de principe, il y a peut-être une troisième personne, mais je me souviens plus du tout du nom, donc je suis désolé par avance. Donc ce serait la semaine prochaine, pas encore de date, on serait par contre plutôt en semaine, donc peut-être du côté du jeudi, on vous informera. Nous, ce sera le samedi 27, Farah, c'est bon pour toi niveau calendrier? Non. Voilà. Je suis à Paris 27, mais c'est pas grave. Bon, au pire, on peut décaler d'une semaine de plus. Tout à fait. Ou d'une journée. On peut faire ça le lendemain, on pourrait essayer de voir. Ouais, on verra. Donc nous, on essaiera de tenir rendez-vous en 2 semaines, sinon on décalera un petit peu. Donc, de l'actualité, on essaiera de parler donc des cités États italiennes, de l'Italie de manière générale. Et on fera peut-être un petit retour sur l'E3 si jamais il y a eu une info intéressante. Mais moi j'y crois pas. Ouais, moi non plus. C'est pas la peine. Donc, et on vous rappelle que ce soir, donc à partir de 21h, il y a une petit multijoueur d'Europa Universalis 4 qui va avoir lieu avec Dider donc qui va Twitch. Dider, tu joues quoi le samedi? Alors je joue Loirat et je vais surtout écraser toutes ces religions impies et répandre le grand ciel bleu sur Terre. D'accord. Est-ce que tu nous fais la même stratégie que pour la dernière GPO? Tu passes sur un pays, tu formes un grand pays, tu repars sur un autre pays parce que tu t'es fait taper dessus? Et je vais former un grand pays. Et si vous voulez le voir en avant-première, il faut ouvrir un atlas en 1240. Ouais. Bon, donc avec 2 siècles de retard, Dider va tenter quelque chose avec Laureate Horde. Donc bon après-midi à tout le monde et donc peut-être à ce soir ou même à tout à l'heure si Dider Twitch autre chose. Allez, ciao à tous et à ce soir. Ciao. Plus.